C'est la seule chose que cet imbécile sait faire. Ces mots résonnent encore dans ma tête comme un coup sourd dans la poitrine. Je les ai entendus il y a 5 ans, mais je les ressens comme s'ils avaient été prononcés hier. Chaque syllabe, chaque ricanement, chaque rire, tout est gravé dans ma mémoire comme une cicatrice qui ne s'est jamais complètement refermée. Mais avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et de me dire dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire. Je suis très curieuse de savoir jusqu'où elle a voyagé. Je m'appelle Hélène Martin, j'ai 57 ans, et voici l'histoire de comment une mère peut transformer l'humiliation de son fils en la leçon la plus douloureuse qu'un homme arrogant puisse jamais recevoir. Tout a commencé un mardi de septembre. Le ciel était clair. Je me souviens de l'odeur du café frais dans ma cuisine pendant que je préparais le petit déjeuner. Thomas, mon fils unique, s'était levé plus tôt que d'habitude. Il avait ce mélange de nervosité et d'excitation que seul un premier jour dans un nouvel emploi peut provoquer. « Maman, je vais être en retard », m'a-t-il dit en ajustant sa cravate devant le miroir de l'entrée. Je l'ai regardé avec fierté. Mon Thomas, 30 ans, diplômé d'une grande école de commerce, tant de nuits blanches, tant de sacrifices, tant d'heures supplémentaires que j'ai faites pour payer ses études, tout ça pour le voir transformé en cet homme élégant qui se tenait devant moi. « Tu vas être parfait, mon chéri. Ton beau-père verra qu'il a pris une excellente décision en t'engageant. » Thomas a souri, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je n'ai pas su déchiffrer à ce moment-là. De la nervosité, peut-être, ou de la peur. « Merci, maman. Je t'appelle en sortant. » Je l'ai serré dans mes bras. Il sentait le parfum de luxe, les rêves accomplis, l'avenir prometteur. J'ai fermé la porte et j'ai regardé par la fenêtre sa voiture disparaître dans le trafic matinal. Je ne savais pas que 3 heures plus tard, ma vie allait changer pour toujours. J'ai passé la matinée dans l'agitation. Je n'arrivais à me concentrer sur rien. J'ai lavé de la vaisselle qui était déjà propre. J'ai regonflé des coussins qui n'en avaient pas besoin. Je vérifiais mon téléphone toutes les 5 minutes, attendant un message qui n'est jamais arrivé. Vers midi, l'anxiété s'était transformée en quelque chose de plus fort, un pressentiment. Le genre que seules les mères ont, celui qui nous fait savoir, sans explication logique, que quelque chose ne va pas. J'ai pris mon sac à main, mes clés de voiture, et je me suis dirigée vers l'entreprise du beau-père de mon fils. Industrie du bois était écrit en lettres dorées sur la façade. Un bâtiment de 5 étages à Neuilly-sur-Seine, imposant, froid comme son propriétaire. Je suis entrée à la réception. La jeune femme au comptoir a souri avec une courtoisie professionnelle. « Bonjour, je viens voir Thomas Martin. Il a commencé aujourd'hui. Un instant, s'il vous plaît. » J'ai attendu, debout, sentant mon cœur battre de plus en plus vite. Quelque chose n'allait pas. Je pouvais le sentir dans l'air, dans le long silence de la réceptionniste, dans la façon dont elle détournait le regard. « Madame, je crois que Monsieur Martin est dans la zone de maintenance. 3e étage. Maintenance. » Thomas était diplômé d'une école de commerce. Il avait un diplôme universitaire. Que faisait-il à la maintenance? J'ai pris les escaliers parce que je ne voulais pas attendre l'ascenseur. Chaque marche était une question sans réponse, chaque étage une angoisse croissante. Je suis arrivée au 3e, j'ai suivi les panneaux, zone de maintenance, personnel autorisé uniquement. J'ai poussé la porte et je l'ai vu. Mon fils, mon Thomas, le garçon que j'ai élevé seul après que son père nous a abandonnés, le jeune homme diplômé avec mention, l'homme qui a investi 5 ans de sa vie à étudier pour être quelqu'un dans ce monde, était à genoux devant des toilettes, avec des gants en caoutchouc jaune, en train de nettoyer les sanitaires des employés. Le monde s'est arrêté, et puis j'ai entendu la voix, cette voix grave, arrogante, pleine de venin. C'est la seule chose que cet imbécile sait faire. J'ai levé les yeux. Il était là. Marc Dubois, le beau-père de mon fils, 52 ans, propriétaire des industries Dubois, père de Camille, la femme de mon fils. Il se tenait là avec 2 autres hommes en costume, riant, montrant Thomas du doigt comme s'il était un objet de ridicule. Et à côté de lui, Camille, ma belle-fille, la femme que mon fils aimait à la folie, celle qui avait juré de l'aimer pour le meilleur et pour le pire, souriait. Non, pas seulement souriait. Elle riait, les yeux brillants de complicité, comme si l'humiliation de son mari était la blague la plus drôle de la journée. Thomas a levé la tête et m'a vue. Nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose se briser en lui. J'ai vu la honte se transformer en larmes. J'ai vu mon fils, mon garçon, mon homme fort, s'effondrer. Les larmes coulaient sur son visage. Il n'a rien dit.
Il m'a juste regardé comme s'il me suppliait de ne pas avoir vu ça, comme s'il demandait pardon d'avoir échoué. Mais il n'avait pas échoué. Je le savais. Quelqu'un l'avait trahi. Marc Dubois m'a vu. Son sourire s'est élargi. Ah, Hélène, quelle surprise. Vous êtes venue voir comment votre petit diplômé apprend le métier à la base, hein? C'est comme ça qu'on commence tous, en se salissant les mains. J'ai voulu crier, j'ai voulu le frapper, j'ai voulu effacer ce sourire de son visage, mais je n'ai rien dit. J'ai juste regardé Thomas une dernière fois, puis Camille, puis Marc. J'ai fait demi-tour. Je suis sortie de ce bâtiment la tête haute et l'âme en morceaux. Je suis montée dans ma voiture, j'ai fermé la portière et j'ai pris mon portable. J'ai composé un numéro que j'avais gardé pendant des années, un homme qui m'avait aidé pour mon divorce. Un homme qui pouvait déplacer des montagnes quand je le lui demandais. Maître Renaud, c'est Hélène Martin. J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelque chose pour moi, et j'ai besoin que ce soit rapide. Il y a eu une pause. Je veux acheter une entreprise, les industries du bois. Je veux tout savoir. Les dettes, les actifs, les faiblesses, tout. Et je ne veux que personne ne sache que c'est moi qui demande. Une autre pause. Combien de temps cela prendra-t-il, Maître Renaud? 2 semaines, Madame Martin, au plus. Parfait. Je paierai ce qu'il faudra. J'ai raccroché, démarré la voiture, et en rentrant chez moi, une seule phrase résonnait dans mon esprit. Personne n'humilie mon fils. Personne. Si vous avez déjà vécu une situation similaire, ou si vous connaissez quelqu'un qui a été humilié au travail, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Je veux lire chacune de vos histoires. Thomas est né un 23 avril. Il pleuvait ce matin-là. Je me souviens du bruit des gouttes contre la fenêtre de l'hôpital alors que je le tenais pour la première fois. Il était si petit, si fragile, si parfait. Son père, Paul, a été là les 3 premières années, puis il est simplement parti. Un matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé un mot sur la table de la cuisine. Je ne supporte plus cette responsabilité. Pardonne-moi. C'était tout. Pas d'explication, même pas un au revoir pour son fils, juste un mot, et le silence qu'il a laissé derrière lui en fermant la porte. J'avais 25 ans, sans diplôme universitaire, sans famille proche pour me soutenir, avec un garçon de 3 ans qui me regardait avec ses grands yeux en demandant où était papa. Papa a dû partir loin, mon amour, mais maman sera toujours là, toujours. Et j'ai tenu cette promesse. 3 mois après le départ de Paul, j'ai reçu une nouvelle inattendue. Ma tante Amélie, la sœur de ma mère, qui vivait à Nice et avec qui j'avais toujours eu une relation proche, était décédée. Elle n'avait pas d'enfant et m'avait laissée comme unique héritière. Ce n'était pas une fortune, mais c'était 2 petits appartements. Un sur la promenade des Anglais à Nice et un autre à Créteil, plus quelques économies. J'ai vendu celui de Nice immédiatement, j'ai gardé l'argent pour l'investir et j'ai déménagé avec Thomas dans celui de Créteil. C'était modeste, mais c'était à nous. Cela m'a donné un répit financier que je n'aurais jamais imaginé avoir et une sécurité qui a fait toute la différence. J'ai travaillé à tout ce que je pouvais, d'abord comme secrétaire dans un cabinet comptable. Puis j'ai obtenu un meilleur poste dans une entreprise d'importation comme assistante administrative. Avec le temps, j'ai suivi des cours techniques le soir. Je me suis spécialisée en commerce extérieur et j'ai été promue coordinatrice logistique. À 35 ans, j'étais déjà responsable des opérations internationales. Le salaire s'est beaucoup amélioré, mais j'ai toujours mis une partie de côté. J'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires. Tout ça pour que Thomas ne manque de rien. Je me souviens des après-midi à faire les devoirs avec lui à la table de la salle à manger. Thomas était brillant, il n'avait que des mentions très bien. Les professeurs me disaient toujours la même chose. Votre fils a un avenir prometteur, Madame Martin. Il est intelligent, responsable, dévoué. Et je le savais. Je voyais cette étincelle dans ses yeux, cette soif d'apprendre, cette détermination qu'il avait héritée de moi. Quand il a fini le lycée, le moment de la décision la plus importante est arrivé. Maman, je veux faire une école de commerce. Je veux être quelqu'un. Je veux que tu puisses prendre ta retraite un jour et ne plus avoir à travailler. Il m'a serré dans ses bras cet après-midi-là et j'ai pleuré. J'ai pleuré de fierté. J'ai pleuré de peur aussi, parce que je savais ce que signifiait HEC, l'une des meilleures et l'une des plus chères. J'ai fait les comptes cette nuit-là, encore et encore. J'ai calculé mes revenus, mes dépenses, ce que j'avais économisé. Ce n'était même pas proche, mais je n'allais pas dire non. Pas à mon Thomas. J'ai pris un 2e emploi le week-end, enseignant l'anglais à des enfants dans une école de langue. Je dormais 4 heures par nuit, parfois moins, mais j'y suis arrivée.
Thomas est entré à l'école et dès le premier semestre, il a excellé. Il rentrait à la maison le vendredi soir. Je lui préparais son plat préféré, un bœuf bourguignon avec une purée maison. Nous nous asseyions dans le salon et il me racontait tout, les cours, les projets, les rêves. Un jour, je vais avoir ma propre entreprise. Maman. Et tu seras la première actionnaire, je te le promets. Tout ce que je veux, c'est te voir heureux, mon amour, et que tu sois un homme bien. L'argent va et vient, mais la dignité, ça ne se perd jamais. Je n'aurais jamais imaginé que des années plus tard, cette conversation résonnerait dans ma tête avec tant de douleur. Thomas a été diplômé à 23 ans avec mention. J'étais au premier rang de la cérémonie de remise des diplômes. Je portais ma plus belle robe, celle que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. J'ai pleuré en entendant son nom, j'ai pleuré en le voyant monter sur scène, j'ai pleuré quand il a reçu son diplôme. Ce morceau de papier encadré signifiait tout. Chaque nuit blanche, chaque sacrifice, chaque centime que je n'ai pas dépensé pour moi pour l'investir en lui. Je l'ai serré dans mes bras après la cérémonie. Tu l'as fait, mon garçon. Tu es un professionnel, un diplômé d'école de commerce. On l'a fait, maman. C'est autant à toi qu'à moi. Ce soir-là, nous avons dîné dans un bon restaurant du Marais. Il a insisté pour payer avec l'argent de sa première prime de stage dans un cabinet de conseil. Nous avons commandé du vin, nous avons trinqué, nous avons ri. La vie nous souriait enfin. 2 ans plus tard, Thomas a rencontré Camille. C'était lors d'une conférence professionnelle. Elle travaillait dans l'entreprise de son père comme coordinatrice des ressources humaines. Elle était belle, polie, de bonne famille, d'après ce que Thomas m'a dit. Maman, je crois que c'est la femme de ma vie. Il avait cette lumière dans les yeux, cette illusion, cet amour pur qu'on ne ressent que la première fois. Je l'ai rencontré 3 semaines plus tard. Thomas l'a amené dîner chez moi. Camille est arrivée avec un bouquet de fleurs pour moi et un sourire parfait. Trop parfait, ai-je pensé. Madame Martin. Thomas parle merveilleusement de vous. C'est un honneur de vous rencontrer. Nous avons dîné du poulet rôti, nous avons discuté. Elle était charmante, elle posait des questions, elle souriait, elle disait toutes les bonnes choses. Mais il y avait quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Une froideur derrière ce sourire, une distance dans ses yeux quand elle me regardait. Quand ils sont partis ce soir-là, je n'ai cessé de penser. Était-ce juste mon instinct de mère surprotectrice ou y avait-il vraiment quelque chose qui me dérangeait? Thomas était profondément amoureux. Il parlait d'elle tout le temps, de leurs projets ensemble, de la vie qu'ils construiraient. 6 mois plus tard, il a annoncé leur fiançailles. Maman, j'ai demandé Camille en mariage. Elle a dit oui. J'aurais dû être heureuse. Et je l'étais. Mais je sentais aussi un nœud dans mon estomac. Tu es sûre, mon amour? Le mariage, c'est pour la vie. Il faut être complètement sûre. Je n'ai jamais été plus sûre de quoi que ce soit dans ma vie, maman. Le mariage a eu lieu dans le jardin de la maison des Dubois. Une immense villa à Deauville, des jardins impeccables, des fontaines en pierre, un service de traiteur. Je suis arrivée seule dans ma robe beige que j'avais achetée aux Galeries Lafayette. Je me suis assise sur les chaises de la famille du marié, entourée de gens que je ne connaissais pas, des gens qui me regardèrent de haut en bas, des gens qui chuchotaient. J'ai rencontré Marc Dubois ce jour-là, grand, corpulent, costume italien, montre en or, ce sourire d'homme habitué à ce que tout le monde fasse ce qu'il dit. Alors c'est vous, la fameuse Hélène. Thomas m'a parlé de vous, une femme qui a beaucoup travaillé, admirable. Il y avait de la condescendance dans sa voix, comme si beaucoup travailler était un euphémisme pour pauvre. Merci, monsieur Dubois. Thomas est un homme formidable. Je suis sûre qu'il sera un excellent mari pour votre fille. Je l'espère. Camille mérite le meilleur, et je m'assure qu'elle est toujours le meilleur. Il m'a serré la main. Une poigne ferme, trop ferme, comme pour marquer son territoire. Sa femme, Béatrice, était plus subtile, élégante, distante. Elle m'a salué d'un sourire poli puis a disparu parmi les invités. La cérémonie était magnifique. Thomas avait l'air nerveux mais heureux. Camille, radieuse, dans une robe de mariée qui devait coûter plus que ce que je gagnais en 1 an. Quand ils ont dit oui, j'ai ressenti un mélange de joie et de mélancolie. Mon garçon était maintenant un homme marié, il n'était plus seulement à moi. À la réception, j'ai dansé avec Thomas, une ballade romantique. Tu es l'homme le plus important de ma vie, Thomas. Ne l'oublie jamais. Et tu es la femme la plus forte que je connaisse, maman. Tout ce que je suis, je te le dois.
Il m'a embrassé sur le front. Je ne savais pas qu'un an plus tard, ce même homme serait à genoux en train de nettoyer des toilettes, humilié par le père de la femme qu'il aimait. Après le mariage, Thomas et Camille ont emménagé dans un appartement à Versailles. Joli, moderne, meublé par Béatrice Dubois, bien sûr. Je leur rendais visite de temps en temps. Camille était toujours agréable, mais il y avait quelque chose. Cette même froideur que j'avais ressentie la première fois, cette façon de me regarder comme si je n'appartenais pas à son monde. Thomas travaillait dans une entreprise de logistique. Il s'en sortait bien, gagnait un salaire décent, mais Camille voulait plus, toujours plus. Thomas, mon amour, pourquoi ne parles-tu pas à mon père? Il pourrait te donner un poste dans son entreprise. Tu gagnerais le double, voire le triple. J'ai entendu ça un après-midi où j'étais venue leur apporter des mini-quiches que j'avais faites. Je ne sais pas, Camille. Je veux réussir par moi-même. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis là juste parce que je suis ton mari. Ne sois pas idiot, Thomas. Dans ce monde, il faut saisir les opportunités. Mon père est prêt à t'aider. Tu devrais être reconnaissant. Thomas m'a regardé. Il y avait du doute dans ses yeux. Qu'en penses-tu, maman? J'aurais dû dire non. J'aurais dû le mettre en garde. Mais j'ai vu l'illusion sur son visage, le désir de donner plus à sa femme, de prouver à son beau-père qu'il était capable. Si c'est ce que tu veux, mon amour, fais-le. Mais ne compromets jamais tes valeurs. Jamais. 3 mois plus tard, Marc Dubois lui a offert le poste. Cadre stagiaire en management était le titre. Un salaire généreux, d'excellents avantages. Thomas a accepté. Son premier jour était un mardi de septembre. Il s'est levé tôt, nerveux, excité. « Maman, je vais être en retard », m'a-t-il dit en ajustant sa cravate devant le miroir de l'entrée. Et moi, naïve, j'ai souri. « Tu vas être parfait, mon chéri. Ton beau-père verra qu'il a pris une excellente décision en t'engageant. » J'ai fermé la porte, je l'ai regardé s'éloigner, et 3 heures plus tard, mon monde s'est effondré parce que j'ai trouvé mon fils à genoux en train de nettoyer des toilettes pendant que son beau-père le traitait d'imbécile et que sa femme souriait. Ce soir-là, Thomas est venu chez moi, a frappé à la porte après 22 heures. Quand j'ai ouvert, ses yeux étaient rouges. Il sentait les produits de nettoyage. L'humiliation. Maman, il s'est effondré dans mes bras. Il a pleuré comme il n'avait pas pleuré depuis qu'il était enfant. Il a pleuré jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Pardonne-moi. Je l'ai tenu. J'ai caressé ses cheveux comme quand il avait 5 ans et faisait des cauchemars. Tu n'as rien à te reprocher, mon amour. Rien. Tu m'entends? Rien. Cette nuit-là, il est resté dans son ancienne chambre, dans le lit où il a grandi, entouré de ses trophées scolaires, de ses diplômes, de ses rêves. Et moi, je suis restée éveillée dans le salon, à fixer le plafond, à penser à chaque sacrifice que j'ai fait, à chaque centime que j'ai dépensé pour son éducation, à chaque promesse que je lui ai faite que s'il travaillait dur, s'il étudiait, s'il était un homme bien, le monde lui ouvrirait ses portes et le monde lui avait craché au visage, mais je n'allais pas le permettre. J'ai pris mon portable, j'ai recomposé le numéro de Maître Renaud. Maître Renaud, c'est encore Hélène Martin. J'ai besoin que vous accélériez cette enquête, et j'ai besoin qu'elle soit exhaustive. Je veux tout savoir sur Marc Dubois et son entreprise. Absolument tout. Maître Renaud m'a appelé 4 jours plus tard. C'était un vendredi après-midi. J'étais au bureau en train de finir des rapports quand j'ai vu son nom sur l'écran de mon téléphone. Madame Martin, j'ai quelques informations préliminaires. Pouvons-nous nous voir? Est-ce grave? Il y a eu une pause, une de ces pauses qui en dit plus que 1000 mots. Je pense qu'il vaut mieux que nous parlions en personne demain à 10 heures à mon bureau. J'y serai. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis retournée dans mon lit, imaginant ce qu'il aurait pu découvrir. Des dettes, des fraudes, des problèmes juridiques. Thomas était retourné à l'appartement avec Camille 3 jours après cette humiliation. Il m'appelait tous les jours. Sa voix semblait éteinte, brisée. « Maman, je ne sais pas quoi faire. Marc dit que ça fait partie du processus d'apprentissage, que tout le monde dans l'entreprise commence comme ça, que c'est pour connaître l'entreprise de A à Z. » Et Camille, qu'est-ce qu'elle dit? Silence. Elle dit que je ne devrais pas être fière, que mon problème est que j'ai trop d'orgueil, que son père fait ça pour mon bien. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration. Thomas, écoute-moi attentivement. Tu as étudié pendant 5 ans pour être un gestionnaire d'entreprise, pas pour nettoyer des toilettes.
Et il n'y a rien de mal à nettoyer des toilettes si c'est ton travail. Mais ce n'est pas le tien. Tu as un diplôme, tu as des compétences, tu as du talent. Je sais, maman, mais je ne veux pas créer de problème. Camille dit que si je démissionne, son père sera offensé, qu'il pensera que je suis un ingrat. Et ta dignité, Thomas? Et ton amour-propre? Un autre silence. Donne-moi un peu de temps, maman, s'il te plaît. Juste un peu plus de temps. Du temps? C'est exactement ce que j'achetais, mais pas pour que mon fils continue à être humilié, mais pour détruire l'homme qui avait osé l'humilier. Le samedi, à 10 heures précises, j'étais au bureau de Maître Renaud. Un bureau à Saint-Germain-des-Prés, sobre, élégant, des livres de droit du sol au plafond. L'avocat avait 67 ans, les cheveux gris parfaitement peignés, costume gris, cravate noire. Il m'avait aidé pour mon divorce il y a plus de 20 ans. Il était cher, mais il était bon, très bon. Hélène, merci d'être venue. Il m'a offert un siège. Sa secrétaire a apporté du café. J'ai attendu qu'il ferme la porte pour parler. Qu'avez-vous trouvé? Il a ouvert un dossier cartonné, des documents, des bilans, des rapports. Les industries du bois sont en difficulté. De graves difficultés. Mon cœur s'est emballé. Continuez. Marc Dubois détient 60% des actions. Sa femme, Béatrice, en a 20%. Les 20% restants sont répartis entre 3 partenaires minoritaires. L'entreprise fabrique des pièces automobiles. Elle a des contrats avec plusieurs constructeurs. Sur le papier, ça a l'air bien. Sur le papier. En réalité, ils sont au bord de la faillite. Je me suis penchée en avant, expliqué. Maître Renaud a parcouru les pages, montrant des chiffres, des graphiques, des projections. Il y a 3 ans, Marc Dubois a décidé d'agrandir l'entreprise. Il a ouvert 2 nouvelles usines, une à Lille, une autre à Lyon. Il a investi plus de 10 millions d'euros, de l'argent qu'il n'avait pas, des prêts bancaires à des taux d'intérêt très élevés. Et le pire, c'est que les usines ne génèrent pas les bénéfices prévus. L'une fonctionne à 30% de sa capacité, l'autre à 40%. Pourquoi? Mauvaise gestion, contrats qui sont tombés à l'eau, problèmes avec les fournisseurs. Et pour couronner le tout, Marc Dubois a un train de vie bien au-dessus de ses moyens réels. J'ai pensé au mariage, à cette villa à Deauville, au jardin, au buffet pour 200 personnes. Quelle est la gravité de la situation? L'avocat m'a regardé droit dans les yeux. S'il n'obtient pas un sauvetage financier dans les 6 prochains mois, il devra déclarer faillite. Les banques le pressent déjà. Il a des factures en retard, des fournisseurs qui menacent de le poursuivre, des employés avec des salaires en retard. Mais en apparence, il semble réussir. Une façade. Exactement, Hélène. De la pure façade. C'est ce que font les hommes comme Marc Dubois. Ils gardent les apparences pendant que tout s'effondre de l'intérieur. La maison de Deauville est hypothéquée, les voitures de luxe sont en leasing. Même l'appartement où vivent Thomas et Camille est au nom de l'entreprise, pas au leur. Je me suis adossée à ma chaise en train de digérer l'information. Et c'est-il que vous enquêtez? Non. J'ai été très discret. J'ai utilisé des contacts, examiné les registres publics, les bilans qu'ils sont légalement tenus de déposer. Personne ne sait que vous êtes derrière ça. Bien. De combien aurais-je besoin pour acheter l'entreprise? Maître Renaud a haussé les sourcils. Hélène, nous parlons de millions d'euros. Je sais. Combien? Il a fait quelques calculs mentaux, a examiné les chiffres, en tenant compte des dettes, de la valeur réelle des actifs, de la situation financière. Je dirais qu'avec 2 millions d'euros, vous pourriez acheter les 60% que possède Marc. Et croyez-moi, dans sa situation désespérée, il accepterait probablement moins. 2 millions d'euros, c'était une fortune. Mais j'avais économisé pendant 35 ans. L'entreprise d'importation où je travaillais a été vendue à un groupe international. En tant que cadre supérieur avec 23 ans de service, j'ai reçu une prime de départ généreuse, près de 150 000 euros. Ajouté aux investissements que j'avais faits au fil des ans, l'appartement de ma tante Amélie, qui était toujours loué, les actions qui avaient un prix beaucoup de valeur, les fonds immobiliers, la retraite privée, j'avais réussi à me constituer un patrimoine solide. Rien d'ostentatoire, rien qui n'attirait l'attention, mais assez pour, si nécessaire, changer la donne. J'avais été pauvre, très pauvre, et je ne voulais plus jamais l'être. Alors, chaque centime que je gagnais, je l'investissais, je le multipliais. Je vivais modestement, je conduisais une voiture de 2012, je ne dépensais pas en luxe. Tout cet argent était économisé pour ma retraite, pour l'éducation de mes futurs petits-enfants, pour les urgences. Mais c'était une urgence.
Je veux que vous prépariez une offre anonyme par l'intermédiaire d'une société écran pour que Marc Dubois ne sache pas que c'est moi. Hélène, vous êtes sûre? C'est beaucoup d'argent et c'est un risque. Acheter une entreprise en difficulté n'est pas une garantie que vous pourrez la sauver. Vous pourriez tout perdre. Je l'ai regardé fixement. Maître Renaud, mon fils a un diplôme universitaire que j'ai mis des années à payer. Il a été humilié. On l'a fait se mettre à genoux pour nettoyer des toilettes pendant que son beau-père le traitait d'imbécile. Pensez-vous que l'argent m'importe? L'avocat a hoché lentement la tête. Je comprends. De plus, si l'entreprise est aussi mal en point que vous le dites, alors Marc Dubois va de toute façon s'effondrer, avec ou sans moi. Je vais juste accélérer le processus et m'assurer que quand il tombera, je serai là pour le voir. Très bien. J'aurai besoin d'un accès à vos finances, relevés, propriété, investissement. Je dois savoir avec quoi nous travaillons. Vous aurez tout lundi. J'ai quitté ce bureau avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des jours. J'avais un plan, et ce plan s'appelait la justice. Mais d'abord, j'avais besoin d'en savoir plus. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait dans la vie de Thomas, ce que Camille lui disait, ce que Marc pensait accomplir avec cette humiliation. Cet après-midi-là, j'ai appelé Thomas. « Mon fils, on peut déjeuner ensemble demain? Juste toi et moi, comme avant. Bien sûr, maman. Tout va bien? Tout est parfait, mon amour. Je veux juste te voir. Tu me manques. Tu me manques aussi, maman. Nous nous sommes donné rendez-vous le dimanche à 14h dans un restaurant de Montmartre, un petit endroit calme, loin de Neuilly-sur-Seine et des Dubois. Thomas est arrivé à l'heure. Il portait une chemise décontractée, un jean. Il avait l'air fatigué, plus mince. Il y avait des cernes sous ses yeux. Nous nous sommes assis à une table au fond. J'ai commandé des pâtes aux fruits de mer. Il a commandé un risotto. « Comment va le travail ?» ai-je demandé, bien que cela me fasse mal de le faire. Thomas a détourné le regard. « Ça va bien, maman. »« Thomas, ne me mens pas, s'il te plaît. » Il a soupiré, longuement et profondément. « Je suis toujours à la maintenance. Marc dit que dans 2 semaines de plus, il me déplacera dans un autre service, mais ça fait 3 semaines que je nettoie, et chaque jour est une humiliation, maman. » Camille pense toujours que c'est normal. Elle dit que c'est moi qui ai un problème d'attitude, que je devrais être reconnaissant d'avoir un travail, qu'il y a des gens qui nettoieraient des toilettes pour beaucoup moins que ce qu'ils me paient. Et combien te paient-ils? Une autre pause. 2 500 € par mois. Mon sang s'est glacé. Thomas, tu gagnais 8 000 € à ton précédent emploi. Pourquoi as-tu accepté ça? Parce que Marc a dit que c'était une période d'essai, qu'après il l'augmenterait à 10 000 €. Que je devais juste montrer que j'étais capable de faire un travail humble. Ce n'est pas une période d'essai, Thomas. C'est de l'exploitation. Je sais, maman, je sais, mais Camille insiste pour que je donne une chance à son père, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il me teste. Tester quoi? Jusqu'où il peut t'humilier avant que tu ne démissionnes? Thomas était silencieux, jouant avec sa fourchette, ne me regardant pas dans les yeux. Mon fils, regarde-moi. Il a levé les yeux. Il y avait des larmes non versées dans ses yeux. Tu n'es pas obligé de rester là. Tu peux démissionner. Tu peux chercher un autre travail. Tu as un diplôme de commerce. Tu as de l'expérience. Si je démissionne, Camille pensera que je suis un échec. Sa famille pense déjà que je ne suis pas assez bien pour elle, que je viens d'une classe inférieure, que je n'ai pas de classe. Elle t'a dit ça? Pas avec ces mots, mais je le sais. Je le vois dans la façon dont il me regarde, la façon dont il parle. Béatrice, la mère de Camille, fait toujours des commentaires. « Oh, Thomas, votre accent est si pittoresque. Thomas, votre mère vit à Créteil. Comme c'est charmant. Thomas, vous n'avez jamais mangé de caviar, n'est-ce pas? » Ça se voit. J'ai ressenti de la colère. De la pure colère. Thomas Martin, tu vaux mieux que toute cette famille réunie. Tu m'entends? Tu as de l'éducation, tu as des valeurs, tu as de la dignité. Et s'ils ne peuvent pas le voir, c'est parce qu'ils sont trop occupés à se regarder dans le miroir. Mais je l'aime, maman. J'aime Camille. Et je veux que sa famille m'accepte. À quel prix, mon fils? Ton estime de soi, ta santé mentale, ta dignité? Il n'a pas répondu. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes, puis Thomas a parlé. Marc m'a dit quelque chose hier. Quoi? Il a dit que si je tiens 6 mois à la maintenance, il me donnera un poste de superviseur d'étage avec un salaire de 7 000 €. 6 mois, 5 premiers jours d'humiliation pour gagner moins que ce que tu gagnais déjà avant. Thomas, tu entends ce que tu dis? Il t'offre moins d'argent que ce que tu gagnais après 6 mois d'exploitation. Je sais,
Mais Camille et moi voulons avoir des enfants bientôt, et elle dit qu'elle ne peut pas élever des enfants dans un appartement de 50 mètres carrés, que nous avons besoin d'une maison, que son père peut aider si je montre de l'engagement. La voilà, l'appât, la carotte devant l'âne. Marc Dubois n'humiliait pas seulement mon fils. Il l'utilisait, il le brisait psychologiquement pour en faire un employé soumis qui ne dirait jamais non. Thomas, écoute-moi très attentivement. Cet homme ne va pas t'aider. Il va t'utiliser jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à donner. Et quand il t'aura complètement brisé, il te jettera. Tu ne le connais pas, maman. Non, mais je connais les hommes comme lui, et je reconnais un prédateur quand j'en vois un. Thomas a secoué la tête. Donne-moi un peu de temps, maman, s'il te plaît, juste un peu plus de temps. C'est à ce moment-là que j'ai su que mon fils était perdu dans cette relation, que Camille et sa famille l'avaient si bien manipulé qu'il ne pouvait plus voir la vérité, mais moi, je pouvais la voir, et je pouvais faire quelque chose. Nous nous sommes dit au revoir sur le parking. Je l'ai serré fort dans mes bras. Je t'aime, Thomas, plus que ma propre vie, et je ne laisserai jamais personne te détruire. Tu m'entends? Jamais. Je t'aime aussi, maman. Je suis rentrée chez moi l'âme brisée mais l'esprit clair. Le lundi matin, je suis allée à la banque, j'ai obtenu des relevés, je suis allée chez un notaire, j'ai organisé les documents pour mes propriétés, mes investissements, tout. Le mardi, j'ai tout donné à Maître Renaud. Voici tout ce que j'ai. Il a examiné les papiers, a fait quelques calculs. Hélène, vous avez plus que je ne le pensais. Avec ça, vous pouvez non seulement acheter la part de Marc, vous pourriez acheter toute l'entreprise si vous jouez bien vos cartes. Alors jouons-les bien. Cela prendra du temps. Je dois structurer l'offre, créer une société écran, trouver des investisseurs fantômes pour que cela paraisse légitime. Marc ne doit pas se douter que c'est vous. Combien de temps? 2 mois, peut-être 3. 2 mois. 60 jours. 1440 heures à voir mon fils souffrir. Mais ce serait la dernière fois. Faites-le, Maître Renaud. Et faites-le bien. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans le salon avec un verre de vin rouge, regardant par la fenêtre les lumières de la ville. J'ai pensé à Thomas enfant, à ses rêves, à ses illusions. J'ai pensé à Marc Dubois, à son arrogance, à sa cruauté. Et j'ai pensé à la justice. Cette justice qui tarde parfois mais qui arrive toujours. Personne n'humilie mon fils, ai-je murmuré dans l'obscurité. Personne. Les jours se sont transformés en semaines. Les semaines en mois. Et chaque jour qui passait, je voyais mon fils sombrer un peu plus. Thomas m'appelait moins. Quand il le faisait, sa voix semblait terne, sans vie, comme si quelque chose en lui s'éteignait lentement. « Comment vas-tu, mon amour » demandai-je à chaque fois. « Bien, maman, tout va bien. » Mais je savais qu'il mentait. Une mère sait toujours. J'ai essayé de lui rendre visite à l'appartement 3 fois. Les 3 fois, Camille avait une excuse. « Oh, Hélène, quel dommage. Nous avons un dîner ce soir avec des parents d'amis. Un autre jour. Hélène. » Thomas se repose. Il a eu des journées très dures au travail. Mieux vaut ne pas le déranger. « Madame Martin, nous sommes en train de rénover. La maison est un chantier. Ce n'est pas un bon moment pour les visites. Chaque excuse était comme une porte claquée au nez. Chaque refus. Un message clair. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Camille m'appelait maintenant Madame Martin, plus Hélène, comme au début. Le changement avait été subtil, mais délibéré. Une façon de marquer la distance, de me rappeler ma place. Pendant ce temps, Maître Renaud travaillait en silence, m'envoyant des rapports hebdomadaires, des mises à jour, des progrès. J'ai déjà créé la société Écran. Elle s'appelle SP Investissements Capitaux. Sur le papier, c'est une firme d'investisseurs de Lille intéressée par le secteur automobile. Et les investisseurs fantômes, 3 hommes d'affaires réels qui ont accepté de prêter leur nom en échange d'une compensation, ont signé des accords de confidentialité. Personne ne saura que vous êtes derrière ça. Parfait. Je prépare une analyse financière des industries du bois, une qui justifie notre intérêt. Nous devons avoir l'air d'investisseurs sérieux qui ont fait leur devoir, pas d'opportunistes. Encore combien de temps? 1 mois de plus, peut-être moins. La situation de Marc Dubois s'aggrave. 2 de ses principaux fournisseurs l'ont déjà poursuivi. Il a des saisies conservatoires. Les banques resserrent l'étau. Bien. Laissez-le couler davantage. Quand il sera désespéré, alors nous frapperons. J'ai raccroché le téléphone et j'ai fixé l'écran. Je ressentais un mélange d'anticipation et de culpabilité. Anticipation pour ce qui allait arriver, culpabilité de ne pas pouvoir aider Thomas plus rapidement, mais je savais que je devais attendre, que je devais être patiente, que la justice, la vraie justice, ne peut être précipitée.
La vie a une façon intéressante de rendre justice, n'est-ce pas? Si vous croyez que ceux qui sèment l'humiliation récoltent la destruction, tapez karma dans les commentaires. Laissez-moi voir combien d'entre vous y croient. Un mercredi après-midi, Thomas s'est présenté à ma porte sans prévenir. Il était presque 20 heures. Je préparais le dîner, poulet rôti avec des pommes de terre. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu un sursaut. Ses yeux étaient rouges. Sa chemise était froissée. Il sentait la sueur et le chlore. « Thomas, que s'est-il passé ?» Il est entré sans un mot, s'est jeté sur le canapé du salon, a couvert son visage de ses mains. « Mon fils, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a ?» Il lui a fallu plusieurs minutes pour répondre. Quand il a parlé, sa voix était à peine un murmure. « Aujourd'hui, on m'a demandé de nettoyer la salle de bain privée de Marc, celle de son bureau. Mon cœur s'est glacé. Il avait une réunion importante, des clients d'Allemagne, des hommes en costume cher. Marc leur montrait les installations et quand ils sont arrivés à son bureau, j'étais là, à genoux, en train de nettoyer ses toilettes. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration. Un des Allemands a demandé qui j'étais. Et Marc a dit « C'est mon gendre ». Je lui apprends que dans cette entreprise, tout le monde commence par le bas. Et il a ri. Il a ri, maman. Et les Allemands ont ri avec lui. Les larmes coulaient sur le visage de Thomas. Camille était là aussi. Elle faisait partie de la réunion. Elle m'a vue et n'a rien dit. Elle a juste détourné le regard comme si j'étais invisible. Je me suis assise à côté de lui. Je l'ai serré dans mes bras. Son corps tremblait. J'ai démissionné, maman. J'ai dit à Marc que je démissionnais sur le champ, devant tout le monde. Mon cœur a bondi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a ri plus fort. Il a dit « Parfait. Je n'avais plus besoin de toi de toute façon. Tu es un employé terrible et un mari encore pire pour ma fille. » Et puis il a fait préparer par son assistante mon solde de tout compte. 500 €, maman. 500 € pour 3 mois d'humiliation. 500 €. Thomas, ça ne couvre même pas ce qu'il te devait en arriéré de salaire. Je sais, mais je n'ai pas discuté. J'ai juste signé, pris le chèque et je suis partie. Et Camille. Thomas a secoué la tête, elle m'a suivi jusqu'au parking, a crié que j'étais un lâche, que j'avais embarrassé sa famille, que comment pouvais-je démissionner comme ça devant des clients importants, que son père m'avait donné une opportunité et que je l'avais gâchée. Thomas, je lui ai dit qu'il m'avait humiliée, que son père me traitait comme une ordure, que j'avais de la dignité. Et elle a dit que la dignité ne paie pas les factures, que je suis un rêveur, que je dois grandir et comprendre comment fonctionne le monde réel. Il s'est effondré complètement, a pleuré dans mes bras comme quand il était enfant, comme quand il tombait au parc et que je le ramassais, comme quand il faisait des cauchemars et que je le réconfortais. J'avais tort, maman. J'avais tort sur tout. Sur Camille, sur sa famille, sur toi. Je ne t'ai pas écouté. Et maintenant? Maintenant, je n'ai pas de travail, pas de femme, rien. Tu as ta dignité, Thomas, et crois-moi, ça vaut plus que tout l'argent de Marc Dubois. Cette nuit-là, Thomas est resté chez moi, dans son ancienne chambre. Je lui ai préparé son dîner préféré. Des crêpes au sirop d'érable. Nous avons mangé en silence. Chaque bouchée était une communion silencieuse entre mère et fils. Après le dîner, nous nous sommes assis dans le salon. J'ai mis du jazz classique, le genre qu'il aimait quand il était enfant. « Quelle est la pire partie, maman ?» a dit Thomas en fixant le plafond. « Quoi, mon amour? C'est qu'une partie de moi l'aime encore. J'aime toujours Camille et ça me fait me sentir encore plus comme un idiot. Tu n'es pas un idiot d'aimer, Thomas. Tu es humain. L'amour ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais tu dois comprendre une chose. Le véritable amour n'humilie pas. Le véritable amour ne permet pas que tu sois détruit. Penses-tu qu'elle m'a jamais aimé? » La question faisait mal parce que je connaissais la réponse, et je savais que Thomas la connaissait aussi. Il avait juste besoin de l'entendre à voix haute. « Je pense que Camille a aimé l'idée de toi. L'homme qu'elle pouvait modeler, le mari obéissant, le gendre soumis que son père pouvait contrôler. Mais je ne pense pas qu'elle t'ait aimé. Le vrai Thomas. L'homme avec ses propres rêves, avec sa propre dignité. » Thomas a hoché lentement la tête. « Tu avais raison depuis le début. J'aurais dû t'écouter. Ne te blâme pas, mon fils. L'amour nous rend tous aveugles, même les mères. » Cette nuit-là, quand Thomas dormait, je suis restée éveillée dans le salon. J'ai pris mon portable, j'ai composé le numéro de Maître Renaud. Maître Renaud, c'est Hélène. J'ai besoin que vous accélériez tout. Nous ne pouvons plus attendre. Que s'est-il passé? Thomas a démissionné
Et Marc Dubois l'a humilié une dernière fois. J'ai besoin que cet homme paie. Maintenant. Hélène, je dois juste peaufiner quelques détails. Donnez-moi une semaine de plus. Je vous donne 5 jours. 5 jours? 5 jours. D'accord. 5 jours. J'ai raccroché, je me suis versé un verre de vin rouge et j'ai trinqué en silence. À la justice, ai-je murmuré, et à ceux qui pensaient en pouvoir nous détruire. Les jours suivants ont été étranges. Thomas est resté chez moi. Il ne voulait pas retourner à l'appartement. Il ne voulait pas voir Camille. Il ne répondait pas à ses appels. Elle a appelé chez moi 3 fois. J'ai répondu les 3 fois. Madame Martin, je dois parler à Thomas. Thomas ne veut pas te parler, Camille. Il doit rentrer à la maison. Nous sommes mariés. Nous devons arranger ça. Arranger quoi? Comment justifier que tu aies permis à ton père de l'humilier pendant des mois? Comment expliquer que tu riais pendant qu'il le détruisait? Vous ne comprenez pas. Mon père était juste dur. C'est sa façon d'enseigner. Thomas n'a pas supporté le test. Ce n'est pas ma faute. Un test? Bien sûr. Et quel était le prix s'il réussissait le test? 6 mois de plus à nettoyer des toilettes. Écoutez, Madame Martin, je sais que vous ne m'avez jamais aimée. Vous avez toujours pensé que je n'étais pas assez bien pour votre fils, mais la réalité, c'est que Thomas n'est pas assez bien pour moi non plus. Ma famille a des standards, et il ne les a tout simplement pas atteints. Ces mots, cette froideur, cette cruauté calculée. Tu as raison, Camille. Tu n'as jamais été assez bien pour mon fils, parce qu'être assez bien nécessite d'avoir un cœur, et tu n'en as clairement pas. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Thomas était debout à la porte de la cuisine. Il avait tout entendu. Merci, maman. Tu n'as rien à me remercier, mon amour. Cette femme ne te mérite pas. Jamais. Ce soir-là, Béatrice Dubois m'a appelée, la mère de Camille. Sa voix était douce, trop douce, comme du miel empoisonné. Hélène, ma chère, nous devons parler entre femmes, entre mères. Je n'ai rien à vous dire, Béatrice. S'il vous plaît, juste 5 minutes, pour le bien de nos enfants. J'ai hésité, mais la curiosité l'a emporté. D'accord, parlez. Thomas est un bon garçon, nous le savons tous, mais il est, comment dire, sensible. Trop sensible. Marc essayait juste de l'endurcir, de le préparer au monde réel. Les affaires sont dures, Hélène, et les hommes doivent être plus durs. L'endurcir en le faisant nettoyer des toilettes avec un diplôme universitaire, en l'humiliant devant des clients. C'était une leçon, une qu'il n'a clairement pas apprise. Et écoutez, Hélène, je vais être honnête avec vous. Camille peut trouver quelqu'un de mieux, quelqu'un de son niveau. Thomas est gentil. C'est un bon garçon, mais il n'est pas de notre monde. Il ne l'a jamais été. La voilà, la vérité, sans phare, sans prétention. Alors laissez-nous tranquilles, laissez-les divorcer et continuez votre vie. Ah, mais c'est le problème. Camille ne veut pas de divorce. Pas encore. Un divorce rapide ferait mauvais genre. Que diront les gens? Que pensera la famille? Et que proposez-vous? Que Thomas revienne? Qu'il s'excuse auprès de Marc pour son emportement, qu'il montre de la maturité. Et dans 6 mois, peut-être 1 an, si les choses ne s'arrangent pas, ils pourront se séparer discrètement, sans scandale, sans drame. J'ai ri, un rire amer et sec. Vous voulez que mon fils revienne s'humilier, s'excuser pour avoir défendu sa dignité? Vous voulez qu'il soit le jouet de votre famille pendant encore 6 mois pour que vous puissiez sauver la face? Hélène, soyez raisonnable. Pensez à Thomas, sans travail, sans avenir. Pensez-vous qu'il trouvera quelque chose de mieux? Marc peut l'aider. Il peut lui donner des contacts, il peut lui ouvrir des portes, mais Thomas doit apprendre à baisser la tête, à être humble. Thomas est déjà humble, Béatrice. Ce que vous voulez, c'est qu'il soit soumis, qu'il soit un serviteur avec un diplôme, et ça n'arrivera jamais. Alors vous le condamnez à une vie de médiocrité, parce que sans nous, c'est ce qui l'attend. Je préfère que mon fils vive dans la médiocrité avec dignité que dans le luxe avec honte. J'ai raccroché. Mes mains tremblèrent de colère. Thomas est apparu dans le salon. C'était Béatrice? Oui. Que voulait-elle? Que tu retournes, que tu t'humilies, que tu sois leur marionnette pendant encore 6 mois. Thomas s'est assis sur le canapé, a regardé ses mains. Parfois, je pense qu'elles ont peut-être raison. Peut-être que je suis trop sensible. Peut-être que j'aurais dû juste l'accepter. Peut-être. Thomas, regarde-moi. Il a levé les yeux. Tu n'es pas trop sensible. Tu es humain, tu as des limites.
Et ses limites ont été franchies il y a longtemps. Il n'y a rien de mal à défendre sa dignité. Au contraire, c'est la chose la plus courageuse que tu aies faite. Mais maintenant, je suis là, sans travail, sans femme, vivant avec ma mère à 30 ans. En quoi est-ce courageux? Parce qu'il est plus facile de rester dans un endroit où ils te détruisent que de partir. Il est plus facile de subir que de se battre. Et tu t'es battu. Ça, mon amour, c'est du courage. Les yeux de Thomas se sont à nouveau embués. Et qu'est-ce que je fais maintenant, maman? J'ai souri parce que je savais quelque chose qu'il ne savait pas. Je savais que dans 5 jours, tout changerait. Maintenant, tu te reposes, tu guéris, tu te rétablis, et quand tu seras prêt, tu recommenceras. Mais cette fois, de la bonne manière. Et si je ne trouve pas de travail, et si Marc m'a mis sur une liste noire, il connaît beaucoup de gens, il a de l'influence. Marc Dubois a plus de problèmes que tu ne peux l'imaginer, crois-moi. Il n'aura pas le temps de penser à toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras, mon amour. Tu verras. Cette nuit-là, j'ai rêvé de l'avenir, de Thomas souriant à nouveau, de Marc Dubois tombant, de la justice suivant son cours naturel. Et quand je me suis réveillée, j'avais un message de Maître Renaud. Tout est prêt. Nous faisons l'offre demain. Préparez-vous. J'ai souri dans la pénombre de la chambre. Que le jeu commence, ai-je chuchoté. Le jeudi matin, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Il était 6 heures. Le ciel était encore sombre. J'ai fait du café. L'arôme a rempli la cuisine et a ravivé les souvenirs de tous ces matins où je me préparais pour des batailles que je savais devoir mener. Thomas dormait encore. Il s'était couché tard, se retournant dans son lit, vérifiant constamment son téléphone. Camille n'arrêtait pas d'envoyer des messages, certains suppliants, d'autres menaçants. « Thomas, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. Ne sois pas puéril. Les mariages traversent des crises, c'est normal. Mon père dit que si tu ne reviens pas dans 3 jours, il annulera le plan de mutuelle qui t'incluait. Vas-tu laisser ta mère contrôler toute ta vie? » Chaque message était une manipulation différente. Mais Thomas ne répondait plus. Il avait enfin appris qu'avec des gens comme ça, le silence est la meilleure réponse. À 9 heures précises, mon téléphone a sonné. Maître Renaud. Bonjour, Hélène. Prête? Plus que prête. Parfait. J'enverrai la lettre d'intention à Marc Dubois ce matin par coursier avec accusé de réception, signée par les représentants de SP Investissements Capitaux. Dans la lettre, nous exprimons notre intérêt pour l'acquisition de sa participation majoritaire dans les industries du bois. Et l'offre? 5 millions d'euros pour ses 60% des actions. C'est une offre généreuse, compte tenu de la situation financière réelle de l'entreprise, mais pas assez élevée pour qu'il se méfie. Combien de temps lui donnons-nous pour répondre? 72 heures. C'est un délai serré, mais justifiable. Nous dirons que nous avons d'autres prospects et que nous avons besoin d'une réponse rapide. Bien. Et s'il accepte? Alors nous nous rencontrons, nous signons un accord préliminaire. Nous faisons notre due diligence formelle et en 3 semaines, 1 mois au plus, l'entreprise est à vous. Et s'il refuse? J'en doute. Marc Dubois est désespéré. Les banques l'étouffent. Saisie, poursuite. S'il ne vend pas bientôt, il perdra tout de toute façon. Cette offre est sa bouée de sauvetage, et il le sait. Alors nous attendons. Exactement. Maintenant, nous attendons. J'ai raccroché. J'ai fixé le téléphone. Le premier coup avait été joué, comme dans le jeu d'échecs que Thomas m'avait appris à jouer quand il était adolescent. Les échecs, c'est de la patience, maman, disait-il. Il ne s'agit pas de gagner rapidement, il s'agit de bien se positionner et d'attendre le moment exact pour frapper. Eh bien, je m'étais positionnée. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre. Thomas est sorti de sa chambre vers 10 heures. Il portait un vieux t-shirt et un pantalon de survêtement, ses cheveux étaient en désordre, une barbe de 3 jours. Il avait l'air fatigué, mais plus calme que les jours précédents. « Bonjour, maman. »« Bonjour, mon amour. Tu as bien dormi? » »« Mieux qu'hier. J'ai fait des rêves étranges, sur l'école, sur mes anciens amis, sur l'époque où tout était plus simple. Je lui ai versé du café. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Il a commencé à pleuvoir dehors, une bruine légère qui tapait contre la fenêtre à un rythme régulier. « Thomas, je dois te demander quelque chose. Et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. »« Bien sûr, maman, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Avec Camille? Avec tout? » Il a soupiré, longuement et profondément. « Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi veut croire que Camille va changer, qu'elle comprendra, qu'elle s'excusera et que nous recommencerons. Mais la partie rationnelle, cette partie sait que c'est impossible. Pourquoi impossible?
Parce que ce n'est pas seulement Camille, n'est-ce pas? C'est toute sa famille, c'est leur façon de voir le monde. Pour eux, les gens comme nous, les gens qui viennent de rien, qui ont dû travailler pour tout, sont inférieurs. Et peu importe le nombre de diplômes que j'ai, peu importe à quel point j'essaie, je ne serai jamais assez bien pour eux. Alors, de quoi as-tu besoin pour clore ce chapitre? Thomas a remué sa tasse de café, la fixant intensément, comme si les réponses flottaient là, dans le liquide sombre. J'ai besoin de les voir tomber, maman. Je sais que ça semble horrible. Je sais que ça semble vengeur. Mais j'ai besoin de voir qu'ils ne sont pas invincibles, qu'ils ne sont pas meilleurs que quiconque, que leur argent et leur nom de famille ne les protègent pas de tout. J'ai souri sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Parfois, la vie s'en charge, mon amour. Parfois, l'arrogance des gens est leur propre chute. Tu crois au karma? Je crois que les actions ont des conséquences, et Marc Dubois a semé beaucoup de cruauté. Finalement, cette récolte viendra. Thomas a hoché la tête, a bu son café. Tu sais ce qui est le plus triste? C'est que Camille n'a pas toujours été comme ça. Au début, elle était différente, affectueuse, attentionnée, ou du moins c'est ce que je pensais. Maintenant, je ne sais pas si elle faisait semblant ou si sa famille l'a changé. Les gens ne changent pas tant que ça, Thomas. Ce qui se passe, c'est qu'au début, nous montrons tout notre meilleure version. Avec le temps, notre vraie nature refait surface. Je suppose. Nous avons passé le reste de la matinée dans un silence confortable, à regarder de vieux films à la télé, à manger du pop-corn, comme quand il était adolescent et que nous passions les dimanches en pyjama à ne rien faire de productif. À 15 heures, mon portable a vibré. Un message de Maître Renaud. La lettre a été livrée. Marc Dubois l'a reçue personnellement. Maintenant, nous attendons la réponse. J'ai répondu par un simple « Parfait ». Le vendredi est passé lentement, très lentement, comme ces jours où l'on attend des résultats d'examen ou des nouvelles importantes. Chaque heure semblait en durer 3. Thomas est sorti pour chercher un travail, a envoyé des CV, a passé des appels, a contacté d'anciens camarades de classe. Il avait besoin de s'occuper. Il avait besoin de sentir qu'il faisait quelque chose de productif. Je suis restée à la maison à travailler sur l'ordinateur, à vérifier les emails, à m'occuper des affaires de l'entreprise où je travaillais. Mais mon esprit était ailleurs. Il était sur cette enveloppe Kraft que Marc Dubois avait reçue. Il était sur son visage en lisant l'offre. Il était sur son désespoir. Le samedi matin, de bonne heure, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. « Allô, Madame Hélène Martin. »« Oui. »« Qui est à l'appareil? » »« C'est Patricia Morin, l'assistante de direction de Marc Dubois. »« Monsieur Dubois aimerait vous rencontrer aujourd'hui, si possible. » Mon cœur s'est emballé. Comment connaissait-il mon nom? Comment avait-il eu mon numéro? Me rencontrer? Pourquoi faire? Des questions liées à votre fils, Thomas. Monsieur Dubois pense qu'il y a des questions en suspens à résoudre. Je vois. C'était un piège ou une tentative de manipulation. Marc ne savait rien du lien entre l'offre d'achat et moi. C'était autre chose. Dites à Monsieur Dubois que je n'ai rien à lui dire. Si Thomas a des problèmes en suspens, il devrait les résoudre directement avec mon fils. Madame Martin. Monsieur Dubois insiste. Il dit que c'est important, qu'il a une proposition qui pourrait bénéficier à Thomas. Je ne suis pas intéressée. Bonne journée. J'ai raccroché. Thomas était à la porte de sa chambre. C'était qui, je pense? L'assistante de Marc. Il veut me rencontrer. Pourquoi faire? Je ne sais pas, mais ce n'est rien de bon. Il veut probablement me manipuler, me convaincre de te convaincre de revenir. Tu n'y vas pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mais quelque chose me dérangeait. Comment avait-il eu mon numéro personnel? Quelle proposition avait-il? Était-ce juste de la manipulation ou y avait-il quelque chose de plus? 1 heure plus tard, Camille a appelé Thomas. Il n'a pas répondu. Puis elle a appelé chez moi, la ligne fixe que presque personne n'utilisait. J'ai répondu. « Madame Martin, vous devez m'écouter. » Camille. Mon père est prêt à donner à Thomas une autre chance, un vrai poste, responsable des ressources humaines, avec un salaire de 12 000 € par mois, tous les avantages, voiture de fonction. J'étais silencieuse, en train de digérer l'information. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce changement? Parce que mon père a réalisé qu'il avait été trop dur avec Thomas, qu'il était allé trop loin, et il veut arranger les choses. Il veut que nous soyons à nouveau une famille. Des mensonges. Tout était mensonge. On pouvait le sentir. Et te soucies-tu de ce que veut Thomas? Ou suis-tu simplement les ordres de ton père? Je me soucie de mon mariage, Madame Martin. Et je sais que vous voulez aussi ce qu'il y a de mieux pour votre fils.
Un bon travail, la stabilité, un avenir. Ce que je veux, c'est sa dignité. Et ça, ce n'est pas négociable. Écoutez, Madame Martin, je vais être directe. Thomas n'est rien sans nous. Il ne trouvera pas un travail comme celui-ci ailleurs. Mon père a des contacts, il a du pouvoir. Il peut l'aider ou il peut le détruire. C'est votre choix. La voilà, la vraie menace derrière l'offre alléchante. Dites à votre père que Thomas n'est pas à vendre et que ces menaces ne nous font pas peur. Ce ne sont pas des menaces, c'est la réalité. Et si vous aimiez vraiment votre fils, vous le convaincriez d'accepter cette opportunité. Si tu aimais vraiment mon fils, tu n'aurais pas permis qu'on l'humilie. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage. Thomas avait tout entendu depuis le salon. 12 000 €. Oui, c'est plus que ce que tu gagnais avant. Je sais. Penses-tu que je devrais accepter? Qu'en penses-tu? Thomas s'est assis sur le canapé, à regarder le plafond. Je pense que c'est un piège. Je pense qu'ils m'auront là, sous leur contrôle, me menaçant constamment. Je pense qu'ils transformeront ma vie en un enfer déguisé en opportunité. Alors tu as ta réponse. Mais j'ai aussi peur, maman. Peur de ne rien trouver de mieux. Peur de rester coincée. Peur d'être un échec. Je me suis assise à côté de lui. Je lui ai pris la main. Thomas, écoute-moi attentivement. Tu n'es pas un échec. Tu es un homme qui a eu le courage de se défendre. C'est plus que ce que la plupart des gens peuvent dire. Et pour ce qui est de trouver un travail, les choses ont une façon de s'arranger. Fais-moi confiance. Pourquoi es-tu si sûre? Parce que je connais le monde. Et je sais que l'arrogance tombe toujours. Toujours. Cet après-midi-là, à 17h précise, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Maître Renaud? Sa voix semblait excitée. Hélène, il a répondu. Il accepte la rencontre. Il veut rencontrer les représentants de SP Investissements Capitaux. Il veut négocier. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration. Quand? Il propose mardi. Dans son bureau. Parfait. Mais pas dans son bureau. En terrain neutre. Un hôtel. L'hôtel Plaza Athénée. Un salon privé. D'accord. Je vais tout coordonner. Vous y allez? Pas directement. Je veux que vous y alliez avec les investisseurs fantômes. Je serai à proximité, mais il ne peut pas me voir pour l'instant. Compris? Ça arrive, Hélène. Ça arrive vraiment. Oui. Et quand ce sera fini, Marc Dubois comprendra ce que c'est que de tout perdre. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie avait cessé. Le ciel commençait à s'éclaircir, et pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Thomas est apparu avec 2 tasses de thé. « Tout va bien, maman? »« Tout est parfait, mon amour. Tout est parfaitement bien. »« Il s'est passé quelque chose? » Rien d'important, juste des trucs de travail. Il m'a regardé avec ses yeux qui me connaissaient trop bien. Parfois, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. J'ai souri. Je te protège juste. Thomas, comme je l'ai toujours fait. Ce soir-là, j'ai dîné avec Thomas, j'ai fait un barbecue, son plat préféré, celui que je ne fais que pour les grandes occasions. Pourquoi un barbecue, maman? Ce n'est l'anniversaire de personne. Ai-je besoin d'une raison pour célébrer le fait que mon fils est à la maison? Nous avons trinqué avec du coca. Nous avons parlé de tout et de rien, de ses projets, de ses rêves, de ce qu'il voulait faire de sa vie. Je veux aider les gens, maman. Je ne sais pas encore comment, mais je veux utiliser tout ce que j'ai appris pour aider les gens qui sont dans des situations comme la mienne. Les gens qui sont exploités, les gens qui sont humiliés au travail. C'est un beau rêve, Thomas. Penses-tu que c'est possible? Je pense que tout est possible quand on a le cœur à la bonne place. Je l'ai serré dans mes bras avant qu'il n'aille se coucher. Je t'aime, mon fils, et je suis si fière de toi, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Je t'aime aussi, maman, et merci de ne pas me juger, d'être là pour tout. Quand j'ai fermé la porte de sa chambre, je me suis permis un sourire. Mardi, tout changerait. Mardi, Marc Dubois rencontrerait les investisseurs qui le sauveraient de la faillite, sans savoir que la femme qu'il avait le plus méprisée, la mère de l'imbécile qu'il avait fait nettoyer des toilettes, serait celle qui achèterait son empire. Et quand il le découvrirait, quand il comprendrait ce qui s'était passé, il serait trop tard. La justice est parfois lente, mais quand elle arrive en force. Le lundi a été le jour le plus long de ma vie. Chaque minute semblait durer 1 heure. Chaque heure semblait durer une journée entière. Maître Renaud m'a appelé tôt.
Tout est confirmé pour demain. 10 heures. Suite présidentielle à l'hôtel Plaza Athénée. Marc Dubois a confirmé sa présence. Il sera accompagné de son avocat et de son comptable. Et nous? Je serai là avec les 3 investisseurs. Nous apportons toute la documentation, les bilans, les projections, l'analyse de marché. Nous aurons l'air tout à fait légitimes. Bien? Et moi? Vous serez dans la pièce voisine. Il y a une porte communicante. Vous pourrez tout entendre grâce à un système audio que j'installerai. Quand le moment sera venu, j'entrerai pour vous consulter. Puis nous ferons la révélation. Parfait. Hélène, vous êtes absolument sûre de cela? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Je n'ai jamais été plus sûre de quoi que ce soit dans ma vie, maître Renaud. D'accord. Rendez-vous demain à 8h30 à l'hôtel pour tout préparer avant l'arrivée de Marc. J'ai raccroché. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de la salle de bain. J'avais 57 ans. Quelques rides autour des yeux, des cheveux gris que je ne prenais plus la peine de teindre. Mais dans mon regard, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Du feu, de la détermination, de la justice. Thomas est sorti de sa chambre vers 9h. Il portait une chemise propre, un pantalon de ville. Il s'était rasé. Pour la première fois depuis des jours, il ressemblait à l'homme qu'il était, pas à l'ombre qu'ils en avaient faite. « Maman, j'ai un entretien d'embauche. J'ai été surprise. »« Vraiment? Où? » »« Une entreprise de logistique. Ce n'est rien d'extraordinaire. Coordinateur des opérations. Le salaire est inférieur à ce que je gagnais avant, mais c'est honnête. C'est digne. » J'ai souri. Mon fils était en train de guérir. « Je suis fière de toi, Thomas. Vas-y, réussis. Montre-leur qui tu es. » « Merci, maman. Et toi, que fais-tu aujourd'hui? » « J'ai une réunion de travail. Rien d'important, de la routine. » Je mentais, mais c'était un mensonge nécessaire. Je ne pouvais encore rien lui dire, pas avant que tout soit fini. Thomas est parti vers 10h. Je l'ai regardé partir par la fenêtre. Il marchait différemment, plus droit, avec plus d'assurance. Cette famille l'avait brisé, mais elle ne l'avait pas détruit, et c'était ce qui comptait. J'ai passé le reste de la journée à me préparer. J'ai choisi ma tenue pour le lendemain. Un tailleur noir, sobre, élégant, professionnel, rien d'ostentatoire. Rien qui n'attirait trop l'attention. Je voulais que lorsque Marc Dubois me verrait, il se souvienne exactement de la femme qu'il avait méprisée, la mère de l'imbécile, la femme de Créteil, celle qui n'était pas de sa classe. Et je voulais voir son visage quand il comprendrait que cette même femme venait d'acheter son entreprise. À 18h, Thomas est revenu de l'entretien. « Comment ça s'est passé, mon amour? »« Bien, je crois. Ils ont dit qu'ils m'appelleraient cette semaine. Le directeur était gentil, a posé des questions normales, rien d'humiliant, rien d'étrange. Juste un entretien normal. Tu vois, le monde est plein de gens décents. Tu as juste eu le malheur de rencontrer les Dubois en premier. » Thomas a souri, un petit sourire mais sincère. Camille a encore appelé. Que voulait-elle? Elle a dit que vendredi, c'est l'anniversaire de sa mère, que Béatrice veut que j'y aille, que ce serait une occasion d'arranger les choses avec la famille. Et qu'as-tu dit? Que j'y réfléchirais. Mais je n'irai pas, maman. Je ne peux pas encore. Non. Tu n'as jamais à y aller si tu n'en as pas envie. Ces gens ne méritent pas ta présence. Je sais. Mais une partie de moi sent que je leur dois quelque chose, comme si je devais leur prouver que je ne suis pas ce qu'ils pensent. Thomas, écoute-moi. Tu ne leur dois rien, absolument rien. Et tu n'as rien à prouver à personne. Les gens qui comptent te voient pour qui tu es, le reste n'a pas d'importance. Nous avons dîné ensemble. Des pâtes à la sauce tomate maison. Simple, réconfortant, comme au bon vieux temps. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je me suis retournée dans mon lit, imaginant des scénarios, répétant des conversations dans ma tête, me préparant pour le moment. À 5h du matin, j'ai abandonné. Je me suis levée, j'ai pris une longue douche, je me suis préparée avec soin. Chaque détail devait être parfait. À 7h, j'étais prête. Thomas dormait encore. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine. J'ai une réunion de travail. Je serai de retour cet après-midi. Il y a de la lasagne au frigo. Chauffe-la 5 minutes. Je t'aime, maman. J'ai quitté la maison à 7h30. La circulation était dense, mais je suis arrivée à l'hôtel Plaza Athénée à 8h20. Maître Renaud m'attendait dans le hall. Il était accompagné de 3 hommes en costume chair, les investisseurs fantômes. « Bonjour, Hélène. Voici Robert Fournier, Jean-Pierre Lefebvre et Henri Girard, les investisseurs de SP Investissements Capitaux. » J'ai serré la main de chacun d'eux.
Des hommes sérieux, professionnels, de vrais hommes d'affaires qui avaient accepté de prêter leur nom pour une compensation généreuse et un accord de confidentialité hermétique. « Madame Martin, a dit Robert Fournier, c'est un honneur de vous aider dans cette affaire. Mon père a été humilié par des hommes comme Marc Dubois toute sa vie, donc pour moi c'est aussi personnel. Merci à vous tous pour cela. Nous sommes montés à la suite présidentielle. C'était élégant. Une longue table en acajou, des chaises en cuir, de grandes fenêtres avec vue sur la tour Eiffel, du café, de l'eau et des biscuits déjà préparés. L'avocat a installé le système audio, un petit microphone caché dans un centre de table, les écouteurs pour moi dans la pièce voisine. « Test », a-t-il dit à voix basse. J'ai mis les écouteurs. Je l'entendais parfaitement. Ça fonctionne bien. Maintenant, attendez ici. Quand ce sera le moment, je frapperai 3 fois à la porte. Ce sera votre signal. Je suis restée seule dans la pièce voisine, assise sur un canapé avec les écouteurs, mon cœur battant si fort que je pensais que tout le monde l'entendrait. À 10 heures précises, j'ai entendu des voix, des pas, la porte principale s'ouvrir. « Bonjour, Marc Dubois. Un plaisir. » Cette voix arrogante. « Robert Fournier, le plaisir est pour moi. Voici mes associés, Jean-Pierre Lefebvre et Henri Girard. Et voici notre avocat, Maître Renaud. » J'ai entendu des chaises bouger, des gens s'installer, des salutations formelles. « Et voici mon avocat, Georges Bertrand, et mon comptable, Louise Étienne, » a dit Marc. Plus de salutations, plus de politesse vide. « Eh bien, messieurs, » a commencé Robert Fournier, « merci de nous rencontrer. Comme nous l'avons exprimé dans notre lettre, SP Investissement. Capitaux est intéressé par l'acquisition d'une participation majoritaire dans les industries du bois. »« Oui, j'ai reçu votre proposition, » a dit Marc. Sa voix semblait contrôlée, mais il y avait une tension sous-jacente. 5 millions d'euros pour 60% de mes actions. C'est une offre intéressante. C'est une offre juste, compte tenu de l'état actuel du marché automobile, a répondu Jean-Pierre Lefebvre. Il y a eu un silence. Je pouvais imaginer Marc peser ses mots. La situation de mon entreprise est solide, messieurs. Nous avons des contrats actifs, des usines en fonctionnement, du personnel qualifié, des usines fonctionnant à 30 et 40% de leur capacité, a dit Maître Renaud. Sa voix était froide, professionnelle. Des prêts bancaires avec 18% d'intérêt. Des factures impayées pour plus de 5 millions d'euros. Des poursuites de fournisseurs. Dois-je continuer? Un autre silence, celui-ci plus long. Vous avez fait vos devoirs. Bien sûr. Nous n'investissons pas à l'aveugle, Monsieur Dubois. Nous savons exactement dans quelle situation se trouve votre entreprise, et notre offre est généreuse, compte tenu de tout cela. Et qu'est-ce qui m'arrive à moi? Vous me laissez complètement de côté? Pas nécessairement, a répondu Robert Fournier. Nous sommes prêts à ce que vous restiez en tant que directeur des opérations avec un salaire fixe, mais les décisions stratégiques seraient prises par le nouveau conseil d'administration. Directeur des opérations dans ma propre entreprise. Techniquement, ce ne serait plus votre entreprise, Monsieur Dubois. Ce serait la nôtre. J'ai entendu un bruit sourd, probablement Marc frappant du poing sur la table. J'ai construit cette entreprise à partir de rien. Mon père me l'a laissée. C'est l'héritage de ma famille. Un héritage qui est sur le point d'être complètement perdu si vous n'acceptez pas cette offre, a dit Maître Renaud. Les banques préparent des procédures de saisie. Dans 3 mois, 4 au plus, elles exécuteront les garanties. Vous perdrez l'entreprise de toute façon. Et pas seulement l'entreprise, votre maison, vos voitures, tout ce que vous avez hypothéqué. C'est de l'extorsion. Ce sont les affaires, Monsieur Dubois. Vous avez pris des décisions risquées, vous vous êtes développé trop vite, vous avez trop dépensé. Maintenant, vous en payez les conséquences. Nous vous offrons une porte de sortie. Un autre silence. Je pouvais entendre une respiration lourde. Et si je refuse votre offre? Alors nous vous souhaitons bonne chance et espérons que les banques mettront l'entreprise aux enchères. Nous l'obtiendrons probablement pour moins de la moitié de ce que nous offrons maintenant. Fils de, a marmonné Marc. Monsieur Dubois, a dit Jean-Pierre Lefebvre. Comprenez, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous voulons que cela fonctionne. Nous voulons sauver l'entreprise, sauver les emplois. Mais nous ne pouvons pas le faire si vous n'acceptez pas la réalité de la situation. Des minutes de silence. Je pouvais imaginer Marc réfléchir, calculer, chercher des issues qui n'existaient pas. Je dois parler à mon avocat en privé. Bien sûr, vous pouvez utiliser la pièce voisine si vous le souhaitez. Nous attendrons ici. J'ai entendu des chaises bouger, des pas,
La porte s'ouvrir et se fermer. Puis la voix de Marc, plus basse, désespérée. « Georges, à quel point suis-je foutu ?» L'avocat a soupiré. « Très, Marc. Ils ont raison. Les banques vous étouffent. J'ai 3 avis de saisie sur mon bureau. Si vous ne payez pas dans 30 jours, ils exécuteront. Et quand ils commenceront à exécuter, tout s'effondrera comme un château de cartes. Et cette offre est bonne, meilleure que ce que j'attendais. Honnêtement, elle vous sort de la dette, vous laisse un peu de liquidité et vous permet de rester dans l'entreprise, même si ce n'est plus en tant que propriétaire. Je ne peux pas accepter ça. Que diront les gens? Que dira ma famille? Préféreriez-vous qu'ils disent que vous avez fait faillite, que vous avez tout perdu? Parce que c'est ce qui arrivera si vous n'acceptez pas. Un autre long silence. Mon père me tuerait s'il savait ça. Votre père n'est pas là. Vous l'êtes, et vous devez prendre une décision aujourd'hui. J'ai besoin de plus d'argent. 2 millions? Non, 1,5 million. Vous pouvez essayer, mais je ne pense pas qu'ils accepteront. Ils savent que vous êtes désespéré. J'ai de nouveau entendu des pas, la porte s'ouvrant. Messieurs, vous pouvez revenir. Les investisseurs sont revenus. Avez-vous pris une décision, monsieur Dubois? A demandé Robert Fournier. J'ai une contre-offre. 2 millions pour les 60%. 1,5 million est notre offre finale. Et définitive. Prenez-la ou nous partons maintenant. Un silence qui a semblé durer une éternité. D'accord. 1,5 million. Parfait. Alors préparons les documents. Nous avons besoin que vous signiez un accord préliminaire aujourd'hui. Et dans 2 semaines, nous conclurons l'affaire. 2 semaines. 2 semaines. Nous avons déjà fait notre due diligence, nous savons déjà ce que nous achetons. Nous avons juste besoin de formaliser la paperasse, les transferts, les enregistrements. Et mon poste, combien gagnerais-je en tant que directeur des opérations? Henri Girard a parlé pour la première fois. 15 000 € par mois, plus les avantages sociaux standards, pas de bonus, pas d'options sur actions, pas de participation aux bénéfices. 15 000 €, je gagne 10 fois plus, vous gagnez 10 fois plus. Maintenant, vos circonstances sont différentes. À prendre ou à laisser? Marc n'a pas répondu. Le silence était une réponse suffisante. Eh bien, a dit Maître Renaud, je vais consulter nos principaux investisseurs. Il y a une question que nous devons clarifier, une question personnelle. Attendez ici. J'ai entendu des pas s'approcher de ma porte. 3 coups. C'était le moment. J'ai enlevé les écouteurs, je me suis levée, j'ai pris une profonde inspiration. Maître Renaud a ouvert la porte. C'est le moment. J'ai marché vers la pièce principale. Mes jambes tremblaient, mais mon esprit était clair. L'avocat a ouvert la porte. Je suis entrée. Marc Dubois était assis au bout de la table. Son avocat et son comptable de chaque côté. Quand il m'a vu, son visage s'est transformé. Confusion. Puis reconnaissance, puis incrédulité. Hélène. Bonjour Marc. Qu'est-ce que vous faites ici? Je me suis assise sur la chaise principale en bout de table, en face de lui. Monsieur Dubois, a dit Maître Renaud, permettez-moi de vous présenter la principale investisseuse de SP Investissements Capitaux, Madame Hélène Martin. La couleur a quitté le visage de Marc. Non, 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 non. C'est une blague. Ce n'est pas une blague, ai-je dit. Ma voix semblait calme, froide. C'est moi qui rachète votre entreprise, Marc. Il s'est levé. Sa chaise est tombée en arrière. C'est impossible. Vous n'avez pas ce genre d'argent. Vous vivez à Créteil. Vous êtes quoi? Qu'est-ce que je suis, Marc? Une femme qui a beaucoup travaillé? Quelqu'un qui n'est pas de votre classe? Continuez, j'aimerais entendre. Son avocat lui a saisi le bras. Marc, calmez-vous. Je ne me calmerai pas. C'est une fraude. C'est un complot. Je vais. Vous allez quoi? Ai-je interrompu. Me poursuivre en justice? Avec quel argent? Tout est parfaitement légal. Demandez à votre avocat. L'avocat de Marc a jeté un coup d'œil au papier. Il a dégluti. C'est légal, Marc. Complètement légal. Marc m'a regardé avec une haine pure. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Je me suis levée. J'ai marché lentement vers lui. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vraiment. Vous demandez pourquoi? Vous avez fait nettoyer des toilettes à mon fils. Un fils avec un diplôme universitaire qui m'a coûté des années de sacrifices. Vous l'avez traité d'imbécile. Vous l'avez humilié devant des clients, devant des employés, devant votre propre fille. Je lui enseignais. Je me fiche de ce que vous pensiez enseigner. Vous avez détruit mon fils. Et maintenant, Marc Dubois,
Je vais détruire la seule chose qui compte pour vous, votre entreprise. S'il vous plaît. Sa voix s'est brisée. S'il vous plaît, Hélène, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons. Il n'y a rien à arranger. Vous avez déjà signé l'accord, vous avez déjà accepté l'offre. Dans 2 semaines, cette entreprise sera à moi, et vous apprendrez ce que c'est que de travailler pour quelqu'un d'autre, ce que c'est que de recevoir des ordres, ce que c'est que de se sentir petit. Je vais vous poursuivre. Allez-y. Poursuivez-moi. Dépensez le peu d'argent qu'il vous restera en avocat. Pendant ce temps, je serai assise dans votre bureau, à prendre les décisions, à diriger votre entreprise. Marc s'est affalé sur une chaise, a couvert son visage de ses mains. Ça ne peut pas arriver. Mais ça arrive. Et vous savez quelle est la meilleure partie? Vous vous êtes infligé ça à vous-même. Votre arrogance, vos dépenses excessives, vos mauvaises décisions. Je n'ai fait qu'accélérer l'inévitable. Je me suis approchée. Je me suis accroupie pour être à son niveau. La prochaine fois que vous voudrez humilier quelqu'un, assurez-vous que la mère de cette personne n'a pas les moyens de vous détruire. Je me suis levée. J'ai regardé Maître Renaud. Préparez les documents finaux. Je veux que ce soit bouclé le plus vite possible. Oui, Madame Martin. J'ai marché vers la porte. Avant de partir, je me suis retournée. Oh, Marc, encore une chose. À propos de ce poste de directeur des opérations, malheureusement, nous n'aurons pas besoin de vous, mais si vous voulez, je peux vous offrir quelque chose à la maintenance. Je crois qu'on a besoin de personnel pour nettoyer les toilettes. Intéressé? Je suis partie avant qu'il ne puisse répondre. Dans le couloir, je me suis permis de respirer. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de victoire, de justice, de paix. J'ai quitté l'hôtel la tête haute. Le soleil de midi m'a aveuglée un instant, mais je me sentais plus légère que jamais, comme si un poids que je portais depuis des mois avait enfin été levé. Maître Renaud m'a rattrapée dans le parking. Hélène, c'était incroyable. Je n'ai jamais vu Marc Dubois aussi désarmé. A-t-il tout signé? Oui, l'accord préliminaire est signé. Dans 2 semaines, nous conclurons la transaction finale. L'entreprise sera à vous. Et lui. Il est parti enragé. Il a menacé de poursuivre, d'aller à la presse, mais son avocat l'a calmé. Il a expliqué que tout est légal, qu'il n'a aucune base pour se battre. J'ai souri. Bien. Maintenant vient la partie importante. Je veux que Thomas soit nommé PDG des Industries du Bois immédiatement après la clôture. Vous êtes sûr? C'est une grande responsabilité, et l'entreprise a besoin d'une restructuration profonde. Mon fils est diplômé avec mention, il a les compétences, il a juste besoin de l'opportunité. Et je vous engage comme conseiller juridique. Vous l'aiderez pour tout. Acceptez-vous? L'avocat a hoché la tête. Ce serait un honneur. Parfait. Je vous appellerai demain pour régler les détails. Je suis rentrée chez moi le cœur en paix, mais je savais que le plus dur restait à venir, le dire à Thomas. Je suis arrivée vers 14 heures. Thomas était dans le salon à regarder les nouvelles. Il semblait calme, détendu. Comment s'est passée ta réunion, maman? Bien. Très bien, en fait. Quel genre de réunion? Je me suis assise à côté de lui, je lui ai pris la main. Thomas, je dois te dire quelque chose d'important. Son expression a changé. Inquiétude. Tu vas bien? Il s'est passé quelque chose? Je vais parfaitement bien, mais il y a quelque chose que j'ai fait pour toi, et tu dois le savoir. Je lui ai tout raconté, depuis le moment où je l'ai vu nettoyer ses toilettes, l'appel à Maître Renaud, l'enquête, mes économies, la société écran, l'offre, et enfin, la révélation de ce matin. Thomas m'a écouté en silence. Son visage a traversé 1000 émotions, surprise, incrédulité, étonnement, et enfin, des larmes. Maman, tu as acheté l'entreprise de Marc Dubois? Oui. J'ai dépensé toutes mes économies, chaque centime, mais je le referai 1000 fois. Il a couvert son visage de ses mains, ses épaules tremblaient. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça pour moi. C'est trop. Tu es mon fils, Thomas. Il n'y a pas de trop quand il s'agit de toi. Il m'a serré dans ses bras, a pleuré sur mon épaule comme quand il était enfant. Mais ses larmes étaient différentes. Elles n'étaient pas de douleur. Elles étaient de libération. Et maintenant, que va-t-il se passer? A-t-il demandé quand il s'est calmé. Maintenant, tu vas être le PDG des Industries du Bois. Quoi? Non, maman, je ne peux pas. Je ne suis pas prêt. Je ne sais pas si... Écoute-moi, Thomas. Tu as étudié pour ça, tu t'es préparé pour ça, et tu auras tout le soutien dont tu as besoin.
Maître Renaud te conseillera. Je serai là, mais l'entreprise a besoin d'un leader et ce leader, c'est toi. Et Marc? Marc ne sera plus là. J'ai mis fin à son contrat. Thomas a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien, prépare-toi juste, parce que dans 2 semaines, tout change. Cette nuit-là, mon portable n'a pas arrêté de sonner. Appel de numéro inconnu, message, mais je n'ai répondu à aucun. Le lendemain, Camille s'est présentée à ma porte. Il était 9 heures du matin. Thomas était sorti faire quelques courses. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé là, sans maquillage, les cheveux en désordre, les yeux rouges. Je dois vous parler. Nous n'avons rien à nous dire, Camille. S'il vous plaît, juste 5 minutes. Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assises dans le salon. L'atmosphère était tendue, froide. Mon père est dévasté. A-t-elle commencé? Il n'a pas quitté sa chambre depuis hier. Ma mère est hystérique. Toute la famille est en crise. Une pause. Et comment avez-vous pu faire ça? Comment avez-vous pu détruire ma famille comme ça? J'ai ri sans humour, sans joie. Comment j'ai pu? Tu me poses vraiment la question? Ton père a humilié mon fils pendant des mois. Tu as ri pendant qu'il le faisait. Votre famille nous a traités comme de la saleté, et maintenant tu viens demander de la compassion? Mon père était juste dur. C'est sa façon d'enseigner. Il ne méritait pas ça. Ton père n'enseignait rien. Il était abusif, et maintenant il en paie les conséquences. Camille s'est levée. Vous êtes une femme vengeresse et cruelle. Thomas s'en rendra compte tôt ou tard. Thomas s'est déjà rendu compte de beaucoup de choses, y compris qu'il a épousé la mauvaise femme. J'aime Thomas. Non, tu aimes l'idée de le contrôler, de l'avoir sous ta coupe, mais c'est fini. Il reviendra vers moi. Il le fait toujours, parce qu'il a besoin de moi. Camille, pars. Pars avant que j'appelle la sécurité. Elle est partie en claquant la porte, mais pas avant de se retourner et de dire « Ce n'est pas fini. Ma famille a des avocats. Nous avons des relations. Nous récupérerons ce qui nous appartient. Essaie, mais la seule chose que tu obtiendras, c'est de perdre plus d'argent en avocat. » Quand Thomas est revenu, je lui ai parlé de la visite de Camille. Elle est venue ici? Oui. Pour me menacer, pour dire qu'ils vont se battre? Thomas a soupiré. Je dois lui parler, pour mettre les choses au clair une fois pour toutes. Tu es sûr? Oui. Je dois clore ce chapitre pour de bon. Cet après-midi-là, Thomas est allé à l'appartement qu'il avait partagé avec Camille. Je suis restée à la maison à attendre, nerveuse. Il est revenu 3 heures plus tard. Il avait l'air fatigué, mais en paix. Comment ça s'est passé? Je lui ai dit que je voulais le divorce, qu'il n'y a pas de retour en arrière, que nous avons fini le jour où elle a laissé son père m'humilier. Et qu'a-t-elle dit? Elle a pleuré, elle a supplié, elle a promis qu'elle changerait, que son père changerait, mais je ne la crois plus. Je ne ressens plus rien pour elle, maman. C'est comme si tout cet amour s'était évaporé. Le véritable amour ne s'évapore pas, Thomas. Ce que tu as ressenti était une illusion, et les illusions se brisent lorsque la réalité frappe. Je suppose. Et le divorce? J'ai déjà parlé à un avocat. Nous commençons la procédure la semaine prochaine. Elle n'a aucune base pour se battre. Nous n'avons pas d'enfants. Nous n'avons pas de biens communs. Ce sera rapide. Je me suis sentie soulagée. Mon fils était enfin libre. Les jours suivants ont été une montagne russe. Marc Dubois a tout essayé. Il a appelé des partenaires, des fournisseurs, des clients, essayant de saboter la vente, mais Maître Renaud a bloqué chaque tentative. Les contrats étaient signés, les accords étaient légaux, il n'y avait pas d'échappatoire. Béatrice Dubois m'a envoyé un long message, plein d'insultes, de menaces voilées, de supplications déguisées en indignation. Je l'ai supprimé sans le finir. Le vendredi, 1 semaine avant la clôture finale, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Madame Martin? Oui, qui est-ce? Je suis Alessandra Dubois, la sœur de Marc. Silence. Que voulez-vous? Je voulais juste vous dire merci. Quoi? Mon frère est un homme terrible, arrogant, cruel. Il a détruit beaucoup de gens au fil des ans, y compris moi. Alors, merci d'avoir fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Cet appel m'a laissée pensive. Marc Dubois n'avait pas seulement blessé Thomas, il avait blessé beaucoup de gens. Et maintenant, il obtenait enfin ce qu'il méritait. La veille de la clôture finale, j'ai dîné avec Thomas. J'ai fait son plat préféré, une blanquette de veau. Demain, tout change, a-t-il dit. Oui, demain tu commences ta nouvelle vie. J'ai peur, maman. C'est normal, mais tu es aussi prêt. Fais-toi confiance.
Nous avons trinqué avec du vin rouge. Nous avons regardé par la fenêtre les lumières de la ville. Je me demande encore si j'ai bien fait de démissionner ce jour-là, a réfléchi Thomas. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Le mardi est arrivé avec un ciel clair, un de ces jours où la ville se réveille sans un nuage, comme si l'univers célébrait. Thomas s'est levé tôt. Je l'ai entendu sous la douche, puis choisir son plus beau costume, celui gris anthracite que je lui avais offert pour sa remise de diplôme, la cravate grise qu'il n'avait jamais portée parce que Camille disait qu'elle était trop simple. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Café, croissant, fruits. Aucun de nous n'a beaucoup mangé. Nos nerfs nous avaient coupé l'appétit. Prêt? Ai-je demandé. Non, mais je ne pense pas qu'on soit jamais prêt pour quelque chose comme ça. Nous sommes arrivés au bureau de Maître Renaud à 9h30. La signature des documents était prévue pour 10h. Dans la salle de réunion se trouvaient déjà les investisseurs fantômes, le comptable, plusieurs avocats, et, dans le coin, comme un homme vaincu, Marc Dubois. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus que la dernière fois. Des cernes profonds, le teint cireux, le costume froissé. Il ne restait rien de cette arrogance qui le caractérisait. Quand il nous a vus entrer, ses yeux se sont remplis de haine, mais il n'a rien dit. Il a juste détourné le regard. « Bonjour », a salué Maître Renaud. « Procédons. » Pendant 2 heures, nous avons signé des documents, des transferts, des procès-verbaux, des procurations. Chaque signature était un clou de plus dans le cercueil de Marc Dubois. Finalement, l'avocat a levé la dernière feuille. Avec ceci, la transaction est clôturée. Les industries Dubois appartiennent désormais à SP Investissements Capitaux, représenté par Madame Hélène Martin. Marc a signé d'une main tremblante, a jeté le stylo sur la table. « J'espère que vous êtes heureuse », a-t-il dit sans me regarder. « Il ne s'agit pas de bonheur, Marc, il s'agit de justice. » Il s'est levé, a pris sa mallette. « Et maintenant? Quoi? Allez-vous m'humilier comme vous pensez que j'ai humilié votre fils? » « Non, je ne suis pas comme vous. » « Alors que voulez-vous? Je veux que vous partiez, que vous sortiez de ce bureau, que vous ne vous approchiez plus jamais de mon fils, et que vous appreniez que la dignité des gens n'est pas un jeu. » Marc m'a regardé avec mépris. « Vous ne connaissez rien à la gestion d'une entreprise. Vous ferez faillite en 6 mois. Et alors, quand vous reviendrez en rampant pour supplier mon aide, je serai là, à rire. Je n'aurai pas besoin de votre aide. J'ai quelque chose que vous n'avez jamais eu. Quoi? De l'humilité, et un fils qui sait travailler avec dignité. » Marc a regardé Thomas, a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais s'est arrêté, a secoué la tête et est parti. Quand la porte s'est fermée, le silence a rempli la pièce. Maître Renaud a rompu le moment. « Madame Martin, félicitations. Vous êtes officiellement la nouvelle propriétaire des Industries Dubois. Je n'ai pas ressenti d'euphorie, je n'ai pas ressenti de triomphe, j'ai juste ressenti la paix. Merci, Maître Renaud. Quand pouvons-nous prendre officiellement possession? Tout de suite, si vous le souhaitez. J'ai les clés des installations, les codes d'accès, tout. » J'ai regardé Thomas. « Allons-nous voir ton nouveau bureau? » Nous sommes allés en voiture aux installations de Neuilly-sur-Seine, ce bâtiment que j'avais visité des mois auparavant à la recherche de mon fils. Cet endroit où je l'avais trouvé brisé. Maintenant, c'était à nous. Nous sommes entrés à la réception. La jeune femme au comptoir nous a regardés, confuse. « Bonjour. Vous avez un rendez-vous? » « Nous n'avons pas besoin de rendez-vous, » ai-je dit calmement. « Je suis Hélène Martin, la nouvelle propriétaire de cette entreprise. Rassemblez tous les employés dans la salle de conférence principale dans 30 minutes. » Son visage est devenu pâle. « Oui, oui, madame, tout de suite. » Nous sommes montés au 5e étage, le bureau de la direction, celui qui avait été celui de Marc Dubois. Thomas est entré le premier, a regardé autour de lui, le bureau en acajou, les diplômes au mur, la vue panoramique sur la ville. « C'est surréaliste, » a-t-il murmuré. « C'est à toi. Tu l'as mérité. » « Non, maman, tu me l'as donné. J'ai juste ouvert la porte. Maintenant, tu dois la franchir. » Une demi-heure plus tard, tous les employés étaient rassemblés, environ 120 personnes, certains nerveux, d'autres curieux, tous se demandant ce qui se passait. Je suis montée sur la petite estrade. Thomas à mes côtés. « Bonjour, je m'appelle Hélène Martin. À partir d'aujourd'hui, je suis la nouvelle propriétaire des Industries Dubois. » Des murmures, des regards, de la confusion. Je sais que beaucoup d'entre vous sont inquiets pour leur emploi, leur famille, leur avenir. Alors je serai directe. Personne ne sera licencié, le salaire de personne ne sera réduit.
En fait, nous allons procéder à un examen complet des rémunérations pour nous assurer que tout le monde est payé équitablement. Plus de murmures, mais cette fois de soulagement. Cette entreprise a traversé des moments difficiles. Je sais que beaucoup d'entre vous ont travaillé sans voir d'augmentation, certains même avec des salaires en retard. Cela se termine aujourd'hui. Tous les paiements en attente seront réglés cette semaine. Applaudissements. Petit au début, puis plus fort. Je veux vous présenter quelqu'un. Voici Thomas Martin, diplômé d'une grande école de commerce, et à partir d'aujourd'hui, votre nouveau PDG. Thomas s'est avancé. Certains l'ont reconnu. J'ai vu des visages de surprise, d'incrédulité. Il a parlé d'une voix ferme. Beaucoup d'entre vous m'ont vu il y a quelques mois dans des circonstances difficiles. Certains d'entre vous ont été témoins de la façon dont j'ai été traité ici. Et je veux que vous sachiez une chose. Je n'oublierai jamais ce que c'est que d'être de l'autre côté. Je n'oublierai jamais ce que l'on ressent face à l'humiliation. Et pour cette raison, je promets que dans cette entreprise, tout le monde sera traité avec dignité. Tout le monde. Le silence était absolu. Ce ne sera pas facile. L'entreprise a des dettes, elle a des problèmes, mais nous les surmonterons ensemble, en équipe, non pas comme des patrons et des employés, mais comme des collègues. Cette fois, les applaudissements ont été spontanés, sincères. Après la réunion, plusieurs employés se sont approchés de Thomas pour lui serrer la main, pour lui souhaiter bonne chance. Un homme plus âgé en bleu de travail l'a serré dans ses bras. « Monsieur, j'étais là. Quand Monsieur Dubois vous a fait nettoyer, j'étais tellement en colère, mais je ne pouvais rien dire. J'ai une famille à nourrir. Mais je veux que vous sachiez que beaucoup d'entre nous ont admiré ce que vous avez fait. Partir avec dignité. » Thomas avait les larmes aux yeux. « Merci. Ça signifie beaucoup. Nous avons passé le reste de la journée à examiner des documents, des bilans, des contrats, des dettes. La situation était pire que nous ne le pensions. Marc Dubois avait laissé un désordre. « Maman, ça va prendre des années à réparer, » a dit Thomas ce soir-là. Nous étions dans son nouveau bureau. Il était plus de 21 heures. La ville brillait en dessous. « Je sais, mais nous y arriverons. Et si je n'y arrive pas? Et si Marc avait raison? Et si je mène l'entreprise à la ruine en 6 mois? » Je me suis approchée de lui. J'ai posé mes mains sur ses épaules. « Thomas, écoute-moi. Marc Dubois a mené cette entreprise à la ruine avec son arrogance, avec son ego. Tu as quelque chose qu'il n'a jamais eu. De l'humilité, de l'empathie et la volonté de bien faire les choses. Ça vaut plus que n'importe quel diplôme ou expérience. Tu le crois vraiment? De tout mon cœur. » Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Madame Martin, je suis Louis. Je travaillais comme comptable aux industries du bois. J'ai démissionné il y a 6 mois parce que je ne supportais plus les abus de Monsieur Dubois. J'ai entendu ce qui s'est passé aujourd'hui et je veux que vous sachiez que si vous avez besoin d'aide, je suis disponible. Je connais l'entreprise mieux que personne et j'adorerais faire partie de ce nouveau chapitre, sans rancune, juste avec le désir de bien faire les choses. » J'ai montré le message à Thomas. « Tu vois, les bonnes personnes reconnaissent les bonnes personnes. Tu vas être entouré d'une excellente équipe. » Thomas a souri. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu un véritable espoir dans ses yeux. En arrivant à la maison, nous avons eu une surprise. Camille était assise sur les marches de l'immeuble. Quand elle nous a vus, elle s'est levée. « Thomas, s'il te plaît, je dois te parler. »« Camille, je t'ai déjà dit. Juste 5 minutes, je t'en supplie. » Thomas m'a regardé, j'ai hoché la tête. « Je vais monter. Parlez-vous. » Je suis montée à l'appartement, mais j'ai laissé la fenêtre ouverte. Je pouvais entendre leur voix. « Thomas, j'ai fait une erreur. Je sais. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû. Tu aurais dû m'aimer, Camille. C'est ce que tu aurais dû faire. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Tu as aimé l'idée de moi. Le mari obéissant, l'homme que ta famille pouvait contrôler. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi as-tu souri? Pourquoi as-tu ri pendant que ton père m'humiliait? Silence. C'est ce que je pensais. Camille, je te souhaite le meilleur, vraiment. Mais notre chemin ensemble est terminé. À cause de l'entreprise? Parce que maintenant tu as le pouvoir? C'était terminé le jour où tu as choisi ta famille plutôt que moi, plutôt que nous. J'ai entendu des pas. La porte de l'immeuble se fermait. Thomas est monté quelques minutes plus tard. Il avait l'air fatigué, mais en paix. « Tu vas bien? » ?»« Oui, maintenant je vais bien. Cette porte est fermée. Cette nuit-là, nous avons dormi paisiblement, sachant que le plus dur était passé.
mais sachant aussi que le plus important ne faisait que commencer. 5 ans se sont écoulés depuis ce jour d'humiliation dans les toilettes. 5 ans depuis que j'ai vu mon fils à genoux en train de nettoyer ses toilettes pendant que Marc Dubois le traitait d'imbécile. Des semaines après ça, j'ai acheté l'entreprise et maintenant, après tout, après la reconstruction, je regarde en arrière et je vois que ça valait chaque centime, chaque nuit blanche, chaque risque que j'ai pris. Et aujourd'hui, en regardant par la fenêtre de mon appartement, je souris. Les Industries du Bois étaient une entreprise complètement différente. Thomas a travaillé jour et nuit, a restructuré les départements, négocié avec les fournisseurs, reconquis les clients que Marc avait perdus par son arrogance. Les usines de Lille et de Lyon fonctionnaient maintenant à 70% de leur capacité. Les employés recevaient leur salaire à temps. Beaucoup ont même reçu des primes pour la première fois depuis des années. Je suis restée présidente du conseil d'administration, mais j'ai laissé Thomas tout gérer. Il prenait les décisions. J'étais juste là pour le soutenir quand il en avait besoin. Un après-midi de mars, Maître Renaud m'a appelé. « Hélène, j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle. Selon la façon dont vous le voyez, Marc Dubois a intenté un procès contre vous et Thomas. Pour quel motif? Fraude, complot, abus de confiance, tout est sans fondement. Son avocat m'a déjà contacté. Ils veulent un règlement à l'amiable. Quel genre de règlement? Ils veulent que vous leur revendiez l'entreprise pour la moitié de ce que vous avez payé. Ha! Dites à son avocat qu'il n'y a pas d'accord, et s'ils veulent se battre au tribunal, qu'ils y aillent. Nous avons tous les documents. Tout était légal. Le procès a été rejeté 3 semaines plus tard. Le juge a dit qu'il n'y avait aucune preuve pour continuer. Marc a dû payer les frais de justice, 20 000 € de plus qu'il n'avait pas. En mai, j'ai appris par une connaissance que Marc avait vendu la maison de Deauville. Il a déménagé dans un appartement en banlieue parisienne, petit, modeste, rien à voir avec ce qu'il avait. Béatrice l'a quitté. Ils ont divorcé en juin. Elle a pris le peu qu'il restait et est partie vivre avec sa sœur à Lyon. Camille s'est remariée avec un homme d'affaires plus âgé et riche. Le genre que sa famille a toujours voulu pour elle. Mais j'ai entendu dire que ça n'a pas marché non plus. Pourtant, chaque fois que je me souviens d'elle, je ne pense pas aux robes chères ou aux fêtes. Je pense à cet après-midi à la réception de ce qui était maintenant les Industries Martin, avec son dossier de CV serré contre sa poitrine, demandant un emploi dans une entreprise que sa famille et elle pensaient autrefois bien en deçà du nom Dubois. Là, en regardant mon fils, calme et ferme, lui refuser le poste avec respect mais sans renoncer à sa propre dignité, j'ai compris que son karma n'était pas venu sous la forme d'un scandale, il était venu sous la forme d'un miroir. Elle s'est vue à l'endroit exact où elle avait aidé à mettre Thomas des années auparavant, et elle en est partie diminuer, non pas parce que nous l'avons humiliée, mais parce que la vie lui a simplement rendu ce qu'elle avait semé. J'ai appris plus tard, par des connaissances communes, que le deuxième mariage n'a pas non plus fonctionné. Camille a de nouveau divorcé et est retournée vivre avec sa mère à Lyon. Béatrice travaille maintenant comme vendeuse dans une boutique. Ironique, compte tenu de la façon dont elle méprisait les gens qui travaillaient. Je ne leur veux aucun mal. Elles ne font tout simplement plus partie de notre histoire. Ce que la vie devait leur apprendre, elle l'a enseigné. La douleur qu'elles m'ont causée est devenue un carburant. Et l'humiliation qu'elles ont laissé mon fils subir est devenue une brique dans la fondation de sa nouvelle entreprise et de sa nouvelle vie. Thomas vient me voir tous les dimanches. Il amène Diane, nous mangeons ensemble, nous parlons de tout, du bébé, de l'entreprise, de la vie. « Maman, m'a-t-il dit dimanche dernier, je veux que tu sois la marraine du bébé. Ce serait un honneur, mon amour. Et je veux que tu saches quelque chose. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je te le dois. Non, Thomas, tu l'as mérité. J'ai juste fait ce que n'importe quelle mère ferait. Pas n'importe quelle mère. La plupart seraient restées silencieuses. Tu t'es battu. Je l'ai serré dans mes bras. Mon garçon, mon homme, ma fierté. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir dépensé toutes mes économies pour acheter cette entreprise. Et je réponds toujours la même chose. Pas une seconde, parce qu'il ne s'est jamais agi d'argent. Jamais. Il s'agissait de dignité, de justice, de montrer à mon fils que personne, absolument personne, n'a le droit de détruire un autre être humain. L'argent est revenu, l'entreprise a prospéré. J'ai récupéré mon investissement et plus encore, mais la chose la plus importante que j'ai récupérée, c'est de voir mon fils briller à nouveau, de le voir marcher la tête haute, de le voir diriger avec empathie, de le voir aimer. Ça n'a pas de prix. Il y a quelques mois, une femme m'a arrêtée dans la rue. « Êtes-vous Hélène Martin? » « Oui, on se connaît? » « Non, mais mon mari travaillait dans l'ancienne entreprise de Monsieur Dubois. Et je voulais juste vous dire merci de l'avoir traité avec dignité,
de l'avoir payé équitablement, de lui avoir redonné son estime de soi. Elle est partie avant que je puisse répondre. Ce sont ces moments qui comptent. Pas l'argent, pas le pouvoir, mais savoir que vous avez fait une différence dans la vie de quelqu'un. Si mon histoire aide une seule femme à ouvrir les yeux, à défendre ses enfants, à ne pas rester silencieuse face à l'injustice, elle en aura valu la peine. Parce qu'en fin de compte, la vie ne consiste pas à savoir combien vous avez, mais combien vous avez donné, qui vous avez protégé, quel héritage vous laissez. Et mon héritage est simple. Un fils qui sait que sa mère sera toujours là, que personne n'a le droit de l'humilier, que la dignité n'est pas négociable. Demain, je vais à l'entreprise. Pas pour travailler, juste pour visiter, pour voir Thomas dans son bureau, assis à ce bureau qui appartenait autrefois à Marc Dubois. Et je sourirai parce que la justice, bien qu'elle tarde parfois, arrive toujours. Et quand elle le fait, c'est doux. Très doux. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. Pensez-vous que je suis allée trop loin ou que j'ai bien fait? Laissez votre opinion dans les commentaires. Je veux les lire tous. Et si vous connaissez une mère guerrière qui ferait n'importe quoi pour ses enfants, taguez-la ci-dessous. Partagez cette histoire. Parfois, c'est exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. À la prochaine histoire. Au revoir.